Nous sommes jeudi 6 avril 2023 au Cameroun. Merci de nous faire confiance en direct sur Info TV. On fera toujours ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Naturellement, nos rubriques n'ont pas beaucoup changé. Tout à l'heure, TVB nous rendra visite avec la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson sera également là pour nous livrer ce matin encore la dénonciation. Et parlant de la dénonciation de ce matin, nous collerons à l'actualité avec une affaire, une autre affaire de plus qui ne ferait pas honneur à la République que dirige le président Paul Biya. On parle d'un bébé volé du côté de l'hôpital à Kintini, à Douala. De toutes les façons, Bernardo Basson nous donnera un peu plus de précision et nous poserons des commentaires mais également des analyses afin que nul n'en ignore. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse et nous collerons encore à ces fameux 6 avril. Cette fois-là, ce sera une évocation. 6 avril 1984, 6 avril 2023. Il y a de cela plusieurs années que le président Paul Biya a failli être renversé. On parlera donc de ce putsch manqué du 6 avril 1984. Des années plus tard, avez-vous l'impression qu'il y a toujours des séquelles, analyses, commentaires, décryptage? C'est le triptyque fétiche qui continuera à orienter nos débats justement en direct sur le 307 Canal Plus International. Si vous regardez Info TV, sentez-vous privilégié. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être convié à cette émission qui monte encore, et je voudrais en profiter pour vous tirer un grand coup de chapeau. Merci Roger Kiek de Kiki, je ne le dirai jamais assez. Roger Kiek, c'est toute une vie dans la communication et plus précisément dans le journalisme politique, journaliste d'investigation. Roger Kiek de Kiki est resté pour l'instant l'un des modèles en journalisme au Cameroun, toute proportion gardée. Roger, merci d'être là ce matin. Merci. En face de Roger Kiek de Kiki, nous allons accueillir notre ami Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Je suis particulièrement content de vous retrouver très fringant ce matin avec beaucoup d'énergie. Ça n'a pas été le cas ces 2 dernières semaines du fait des obsèques qu'il fallait préparer. Tout à fait. Permettez-moi de vous transmettre directement mes amitiés et toute ma sympathie. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Alors, comme il est de coutume chez moi, aujourd'hui c'est la journée mondiale du sport pour la paix et le développement. Donc, le 6 avril 2014, l'ONU a considéré qu'il fallait que le sport se mette au service de la paix et du développement. Désormais, il fallait concevoir un modèle social basé sur le sport. Le sport pour l'éducation, le sport pour la santé et le sport pour le développement de l'être humain, de manière à ce que le sport soit un vecteur d'inclusion et un facteur de rapprochement des êtres et des sociétés. Donc cela a été pensé, et vous savez que nous les juristes, mis à jour des questions sportives, nous savons qu'il faut distinguer l'activité physique de l'activité sportive, parce que ce n'est pas pareil du tout. Donc là, on parle de l'activité physique en général, c'est-à-dire l'effort qu'il faut faire au quotidien pour mieux se sentir, pour mieux être et pour mieux interagir avec les gens de la communauté. Merci beaucoup Bernardo Basson. En face de vous, on accueille notre consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres consultants auront fui. C'est le dit fils de Boumniebel. Pierre Blerung-Ahmed, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Chaque fois qu'on peut être debout par nous-mêmes, on rend grâce à Dieu. Merci beaucoup. C'est vrai que Bernardo, vous me trouvez en forme ce matin, mais je ne suis pas très en forme. Vous savez pourquoi? Pourquoi, parfait? Depuis hier, je n'ai pas l'électricité. Alors que hier encore, perfecto, nous étions sur le plateau avec M. Essomba et on parlait de l'éventuel rachat des néos. Donc aujourd'hui, et même au quartier et Foulane aujourd'hui, où nous sommes en train de produire l'émission, il n'y a pas d'électricité. Pour mon cas, vous savez pourquoi je n'ai pas d'électricité? Non, monsieur. On est venu me couper le fil au poteau. Le câble au poteau. J'ai trouvé que c'était de la provocation. Vous ne pensez pas quand même que parfois ici peut être insolvable? Non, vous ne pensez pas quand même? Pas jusque-là. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est une vieille affaire qui date d'un peu plus de 2 ans. J'ai l'habitude de payer normalement mes factures qui ont commencé. Je payais d'abord entre 8 000 et 10 000.
Un bon matin, on est passé à 30 000. Un bon matin. Alors que je n'ai pas ajouté une ampoule chez moi. J'ai dit, parfait, laisse-la faire la paye. Si on dit que paye. J'ai payé entre 30 et 35 000 pendant un peu plus de 2 ans. Un bon matin, on m'adresse une facture de 180 000. Je reste comme ça, Seigneur Jésus. 180 000. J'ai quoi? J'ai un pressing, j'ai ouvert une usine. Entre-temps, rien n'a changé. J'ai dit que jusque-là, je n'ai pas ajouté une ampoule. Je fonctionne comme tout Camerounais normal. Elle dit que j'ai un petit téléviseur, un poste récepteur, un fer à repasser. Donc, maison normale. On me dit que je dois 180 000. Je me rapproche donc de l'agence Eneo. Il s'agit de l'agence d'un SAM. Pour voir un peu plus clair. Vous savez ce qu'on me dit du côté de l'agence lorsque je rencontre la chef d'agence? On me dit que non, parfois, ils peuvent arriver chez toi. Ils commencent à me poser des questions bizarres. Votre maison est comment? Je ne comprends pas le sens de la question. Ma maison est comment? C'est une maison. Il dit non, je veux savoir, est-ce qu'il y a une barrière? Oui, il y a une barrière. Il dit bon, l'agent qui était dit que bon, parfois nous arrivons, s'il y a une barrière, on fait, ils ont appelé ça comment? Facturation par estimation. Je dis, ben attends, vous entendez parler, vous faites une facture par estimation. Donc on regarde la maison comme ça, on dit bon, comme il y a une barrière, il y a une voiture qui est garée, une deuxième, on peut dire ça fait 50 000. Je leur ai dit, moi je pense que vous êtes dans la sorcellerie. J'ai amené un lot de factures. Elle dit que j'en avais au moins 500 factures pour démontrer que je paie régulièrement mes factures et que on ne peut pas aller subitement un bon matin de 30 000 à 180 000. Démontre-moi comment cela peut être possible. La chef d'agence me dit vraiment, monsieur, ici, il faut d'abord payer. Je dis bon, je dois d'abord payer comment? Je paye ce que je n'ai pas consommé. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer ce que je n'ai pas consommé. Surtout que vous faites vos factures par estimation. Ça n'a pas marché. Je suis allé du côté d'Arcel. Du côté d'Arcel, on m'a produit un document. On a dit qu'il fallait le mettre au niveau du compteur. Et donc, si elles viennent, ils voient le document, ils ne vont pas couper. Entre-temps, ils sont venus couper. Ça, je ne joue pas d'histoire il y a 2 ans. Je dis, ah ici, les problèmes ne sont pas bien. On m'a proposé de prendre un compteur prépayé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un compteur prépayé, on a installé et j'ai continué à avoir mon électricité. Hier encore, je n'étais pas là. Quand je rentre, on m'a dit encore comment au niveau du compteur prépayé, on est aussi encore allé couper. C'est là que je pose la question, mais finalement même, il s'agit de quoi? Au lieu que Eneo puisse me féliciter comme étant un client qui paye normalement ses factures, moi maintenant je n'ai plus l'électricité chez moi. Et donc, je pose ce problème ce matin pour dire qu'après on va commencer à dire que non, les journalistes sont montés, sont descendus, ceci est monté, c'est descendu. Pour l'instant, quelqu'un qui paye normalement son électricité se trouve comme ça, il n'a plus de l'électricité. Pierre Blérune, mec, qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance? Bon, ben, je crois qu'il faut rencontrer le directeur régional, hein, au Sonel Central. Nous partons d'ici et nous le rencontrons pour qu'il résolve définitivement la question. On va essayer d'être républicain. Autrement, on aurait acheté des fils, on les place là et puis on va chez les bassins, on les hante. Comme ça, quelqu'un qui vient les couper, ce qui lui arrive, lui arrive. Bon, on fait le branchement nous-mêmes. Mais bon, on va d'abord rencontrer le directeur de Néo. Moi, j'ai eu ce genre de problème. En Vogada, on m'a servi une facture de 600 000. Voilà. Tu as quoi? On m'a dit de payer d'abord. Moi, je n'habite même pas là-bas. On m'a dit de payer d'abord. Ça veut dire quoi, payer d'abord? J'ai dit que cette expression-là ne marche pas. Il n'y a pas de payer d'abord. Payer d'abord, ça signifie quoi? Il faut se trouver plus d'un demi-million pour payer d'abord Eneo. Non, je crois que hier, nous l'avons dit suffisamment sur ce plateau. Arctic a atteint son point de rupture dans le contrat. Il faut vider ce contrat-là, il faut que ces gens partent.
de service est mal rendu, toutes ces choses-là, les surfacturations. Les abus. Et puis, comme ces agents-là ne sont pas bien traités, il faut qu'on vous dise, c'est eux qui font de l'arnaque dans les quartiers. Ils rentrent dire au chef, aujourd'hui, si vous voulez un abonnement, on vous dit que les compteurs ne sont pas disponibles. Mais si vous voyez, vous donnez 150 000 à un agent, les compteurs deviennent disponibles. Donc, c'est une facturation au faciès. Ils font ça comme ça, ils sont devenus dangereux dans les quartiers. Mais quelle est cette histoire de facturation par estimation? Oui, je comprends donc, pas. ils font ce genre de choses. On facture à la consommation, pas à l'estimation. pas à pas à l'estimation. Et puis, dans le cas d'un compteur prépayé, il n'y a plus besoin d'estimer quoi que ce soit. En principe. Oui, puisque désormais, vous achetez, vous prépayez vos unités. Lorsqu'elles ont expiré, ça s'arrête. Donc, en fait, ils ont fait remonter à la surface le vieux conflit. C'est ce qui s'est passé. Donc, il faut... après, le directeur général à qui nous devrons présenter le document d'Arcel, s'il n'y a pas une bonne réponse, nous allons vers Arcel. Mais nous pouvons encore nous pouvoir plus loin. Entre-temps, je suis dans le noir. Malheureusement. Entre-temps, je suis dans le noir. Malheureusement. Moi, si vous aviez un fil, je serais venu avec les gens. Oui, Roger Kiek. Installer les choses. J'ai eu ce genre de problème. D'abord, je suis allé habiter un domicile qui était habité par le passé par quelqu'un d'autre. Et les factures n'arrivaient pas. Et quand moi j'arrive, on me fait un rappel de Toutes les factures. de tout cela. Ouais, je ne comprenais pas. Je regarde les enfants qui doivent étudier, qui vont à l'école en période d'examen. Je suis allé, j'ai discuté, on m'a dit, pour payer d'abord. Leur expression, payer d'abord. C'était dans les 80 000. Oh, j'ai tempêté, j'ai tout fait. Bon, j'ai demandé un moratoire. C'est-à-dire, chaque fois que j'allais payer, j'ajoutais un 5 000, un 10 000. Bah, j'ai payé. Une autre fois, ils me font l'estimation en estimant que monsieur qui vous mettez des costumes, votre maison est dans les barrières. Vous entendez ça? Il y a les lampadaires sur la barrière. Mais vous ne pouvez pas payer moins de temps. Si vous avez au moins un congélateur ou un téléviseur. Ça, c'est ce qu'ils avaient appelé Facturation par l'estimation. C'est-à-dire une affaire imaginaire. Incroyable. Il me souvient quand même que le gouvernement, en tant qu'actionnaire de Eneo, s'était opposé, le gouvernement s'était opposé à la facturation par estimation et avait demandé à Eneo d'arrêter le processus et aux consommateurs de ne même pas payer cette affaire-là. Plus tard, quand on m'a fait cette affaire par l'estimation à 120 000 francs, non, ils ont bombardé une facture de 120 000. Un beau matin. Un beau matin, comme il est en train de le dire. Je suis allé voir à l'époque le directeur régional, M. Mbagaoumou. Je le salue ici, il est parti à la retraite et il m'avait dit que c'est une dame qui le remplaçait à cet endroit-là. Il m'a dit, tu sais, nous avons commis une entreprise française qui fait ce travail et qui fait des estimations. Ce n'est même pas, c'est pas nous-mêmes. C'est une entreprise française qui est basée à Douala. Oh là là. Je ne saurais... Il m'a dit vraiment, il m'a dit, si tu peux, essaye de demander un moratoire, même si c'est sur un an, tu vas régler ça un peu. Je suis revenu. Et pendant ce temps, tu avais des gens derrière qui me proposaient le son loulou, parmi les mêmes agents des sociétés sous-traitantes, mal payés, sous-payés, qui viennent en fait par derrière pour rechercher les macrapatis, comme on dit entre guillemets. Je vous assure, à cause de mes enfants, parce que ça c'était un 23 décembre. La fête de Noël. Oui, mais c'est ce qu'ils font. C'était Ils font ça volontairement. Pour mettre la quelques pression. jours. Le peu de nourriture, nous autres, comme nous ne sommes pas riches, quand tu as un peu d'argent, tu achètes du poisson, de la viande que tu mets là C'est pour un justement mois. ce que ma femme a dit ce matin, que Les le peu de provisions. réserve qu'il Va y avait pourrir. au congélateur va pourrir. Alors, je suis allé, parce que la sonnelle de Sam, je suis allé à la sonnelle centrale. J'ai vu des directeurs là-bas. Oh, monsieur Kiek, vous êtes quand même un nom public, on vous connaît. Et ils ont encore cette fois-ci accepté que je puisse bénéficier. Ils m'ont dit la dette est équérable. Quand tu as déjà la bonne volonté de payer sur les 120 000, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Chaque fois que j'ai ma facture, si elle est de 10 000, j'ajoute 5 000. Donc j'ai commencé un peu. Et une fois, ils ont voulu vraiment, ceux-là ont commencé à faire une fixation. J'ai décidé de payer. Et depuis, je suis regardant et intransigeant. Parce qu'ils vont estimer que, comme il y avait une facture antécédente, tant que la dette n'est pas
Soldé. Quand il n'y a même pas une volonté de commencer à la solder, même si tes factures... Non, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une dette. Non, ils vont t'imaginer, je suis en train de te dire ce qu'ils vont te dire. Il s'agit pas d'une Qu'avant de passer au compteur prépayé, la ligne a connu un litige autrefois. Donc je crois qu'avec l'ARCEL, avec le directeur régional, vous allez trouver des mécanismes d'arbitrage pour que ce soit réglé au sommet et que les petites gens, hein, les individus d'en bas ne viennent plus vous déranger. Parce que c'est un serpent de mer. Un jour, je suis allé là-bas à l'agence d'un SAP. J'ai vu le chauffeur. Et je vous parle justement de l'agence d'un SAP. J'ai vu le gendarme de mon ami Jean de Dieu Momo qui était venu poser des problèmes. Mais comme c'était le ministre délégué à la justice, je crois que là, ils ont envoyé un responsable technique pour aller regarder. Plusieurs Camerounais, si vous faites une enquête, souffrent de ce dont vous parlez. Mais descendez, allez-y. Quel est le fondement juridique de la facturation par c'est une cacophonie, c'est une aventure, ça n'existe pas. C'est même une escroquerie. Mais on saisit le juge pour abus. Oui, c'est ça. C'est même une escroquerie. Sauf qu'entre-temps, quand vous allez saisir le juge, tous les aliments de madame ont pourri. Les enfants ont de mauvais résultats parce que ils peuvent même pas étudier pour aller à l'école. Vous ne pouvez même pas dresser une veste le matin pour venir à la télévision. Mais c'est grave. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces gens-là font justement tout pour pousser les Camerounais à bout? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un complot? C'est-à-dire qu'ils font tout. Ils ont déjà essayé à gauche, les Camerounais disent non, nous sommes résilients. Ils ont essayé à droite, les Camerounais disent non, nous ne voulons pas la guerre. Et maintenant, ils cherchent comme je vous connais, ce que je peux dire pour terminer, comme je vous connais, et en fonction de votre statut, allez voir le directeur régional. Est-ce que ça ne perd pas le temps? Non, en fait, je veux dire que ces petits qui sont sur le terrain, des fois, ce sont des sous-traitants qui viennent exécuter n'importe quoi. Vous pensez, moi, Roger, je peux rester... Roger, je peux rester dans une maison, même de 2 ans, courant. petit à petit. Non, vous êtes mal tombé. C'est une malchance parce que c'était un danger que l'État se désengage des secteurs aussi névralgiques que l'eau et l'électricité. Ce sont des secteurs de souveraineté. Et je crois que nous devons tirer les leçons de tout cela. De toutes les façons, à ceux qui pensent ce que moi je vais dire, Roger, oui. J'ai voulu passer ce message ce matin. Oui. J'irai peut-être voir le délégué régional. Oui, mais c'est une dame, je crois, voilà. La directrice régionale. Très bien, si c'est une dame, la directrice, mais vraiment je suis très énervé. Oui. Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que lorsque tu te dis que tu n'as même pas un problème quelque part, on te force à avoir un problème. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas payer normalement ses factures et maintenant il se retrouve dans le noir. Avec tout ce que cela peut constituer comme conséquence. Il y a des gens qui prennent la machette. Je ne veux pas arriver à ce niveau. On va vous dire que vraiment, il faut faire très attention. Parce que, et je vous dis, l'agence d'un SAM, je parle de l'agence NEO d'un SAM, j'ai l'impression que ces gens-là, soit ils sont des sorciers, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont payés pour énerver les Camerounais. Donc, je ne vais pas peut-être donner un ultimatum, mais je me dis que d'ici demain, moi je devrais avoir l'électricité. Quitte à ce que moi ne vienne plus ici à Info TV en attendant les agents des néos qui viendront chez moi pour venir encore couper. Ils ont coupé hier parce que moi je n'étais pas là. Parce que si vous sortez le lot de factures Roger, et j'en ai au moins 500. Vous êtes un partenaire. 500. Et la dette est quérable, comme on dit souvent. Quelqu'un qui paye souvent et quelqu'un... Moi je refuse même de parler de dette. Je ne reconnais même pas d'avoir une dette. Je dis que je paye normalement mes factures. Oui. Vous ne pouvez pas parler de dette. Voilà. Et même si c'était le cas, ce n'est pas en vous privant d'électricité. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons le premier verre d'eau. Et on fait le Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel et bonjour également à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent tous les matins. Je salue particulièrement et respectueusement les femmes, pas les femmes qui travaillent à Néo. Merci beaucoup. Théophile Vianney-Bia, TVB, c'est l'homme de la revue La Presse à Info TV. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque s'intéressent au Ramadan ce matin et reviennent également sur d'autres actualités, naturellement la promotion du Made in Cameroun et cette affaire de vol présumé de bébé du côté de l'hôpital La Kentini à Douala. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de la Mefou et Afamba avec ce soutien de Mbarga Tangana. Ramadan 2023, le soutien de Mbarga Tangana aux musulmans de la Mefou et Afamba. C'est devenu une tradition depuis 2017. Cette
grande élite du département, parrain du conseil des imams, vient à nouveau d'offrir des denrées alimentaires et une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA aux fidèles des 8 arrondissements ce 5 avril en Fou. Question non seulement de manifester le vivre ensemble que prône le chef de l'État Paul Biya à cette communauté, mais aussi et surtout de les accompagner en période de jeûne. En page 3, le journal Info Matin revient donc sur ce soutien de Mbarga Tangana aux fidèles musulmans de la Mefou et à Famba. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse à la promotion du Made in Cameroun. Il y a du chemin. C'est le constat qui est fait par ce journal qui revient clairement de la page 13 à la page 15 en disant que malgré les nombreuses initiatives de l'État et des particuliers pour soutenir ce concept, il se heurte à des contraintes qui freinent sa véritable percée. On note ici entre parenthèses le manque de financement, la production est timide, le packaging peu attrayant, etc. Pour inverser la tendance, les promoteurs suggèrent d'encourager davantage la consommation des produits locaux. Prenons le journal The Guardian Post qui présente quelques figures des prélats anglophones qui ont fait bouger les lignes. On en parle de la page 6 à la page 8 et on revient également sur l'installation du nouveau directeur général des impôts avec cette recommandation du ministre des Finances qui recommande donc au nouveau directeur général de booster les revenus des impôts. On en parle en page 3 du journal The Guardian Post. Le quotidien de Jules Brice Ngaba s'intéresse au 6 avril 1984. Cameroun, 6 avril 1984. Complot et bruit de bottes, la déchirure, l'irréparable, 39 ans déjà, quelques rares survivants, le narratif du coup d'État manqué du 6 avril 1982 au Cameroun confirme l'obsession du chef de l'État Paul Biya pour la paix, l'unité du Cameroun et des Camerounais, le vivre ensemble collectif et la gestion partagée du pouvoir. Le journal en parle ce matin, revient donc sur le 6 avril 1982 en cette journée de commémoration 1984 en cette journée de commémoration. Coup d'État manqué du 6 avril 1984, l'adieu au prestige d'Aïdjo est également présenté en page 2. Flashback sur ce jour qui marque la rupture politique entre Biya et son illustre prédécesseur. Déstabilisation du Cameroun, sortir du néocolonialisme, on en parle en page 3. C'est la grande une de ce journal. Selon Banda Kani, président du nouveau mouvement populaire, il est temps d'accélérer le déclin de l'hégémonie de l'impérialisme occidental. Hôpital La Kentini, on en parle en page 8 du journal Le Messager de Feu Pius Ndjawe. Le personnel indélicat sanctionné. On revient donc sur ces sanctions ce matin en pied une du journal Le Messager. Vol présumé de bébé. Le gouverneur exige une enquête mixte. C'est ce que nous dit la nouvelle expression qui est en kiosque. Le gouverneur de la région du littoral crée une commission d'enquête mixte chargée de faire la lumière sur les circonstances de la disparition le 31 mars dernier du bébé de Dame Belle Esther à l'hôpital La Kentini de Douala. Bébé volé entre guillemets à La Kentini. Le journal Mutation de Georges Alain Boyomo en parle également. Poussée d'adrénaline. Après avoir tenté de dédramatiser, le directeur de l'hôpital prend des sanctions. Le ministre de la Santé publique est annoncé à Douala. On en parle en page 5 du journal Mutation. En pied une, on revient également sur la clinique Le Jourdain, ici même à Yaoundé. La mort d'un bébé fait rage. On en parle en page 5 du journal Mutation. Le jour d'Aman Mana reste dans cette actualité concernant l'hôpital La Kentini. Confusion autour de la naissance d'un nouveau-né. On en parle en page 5. 2 infirmières et 2 sages-femmes ont été entendues à la gendarmerie dans le cadre du vol présumé de bébé de la jeune Esther Bell à Douala. Le quotidien Émergence, ce journal bilingue, parle également de cette affaire et nous la présente en grande une. Affaire du bébé volé, les contradictions de l'hôpital La Kentini. Le directeur de cette institution sanitaire brille par 2 communiqués qui disent une chose et son contraire. Le témoin de Francis Bonga parle également de cette même affaire. Le professeur Noël Essomba confie l'enquête à la gendarmerie. L'affaire fait grand bruit dans les chaumières. Arrivé jeudi à l'hôpital dans une situation inconfortable du fait d'une grossesse ayant des antécédents d'Ambel, mais au monde un fœtus non viable entre guillemets et qui sera par la suite conservé dans un bocal vidé par la suite par une stagiaire. Le directeur qui veut voir clair dans cette affaire vient de confier l'enquête à la gendarmerie à côté d'une enquête administrative ouverte en interne, non sans avoir par mesure conservatoire suspendu les infirmières et la stagiaire directement impliquée. Le MinSanté est annoncé à Douala ce jeudi dès 10h. Le journal Le Témoin nous le fait savoir également. EcoSanté parle de Manaou Damalachi qui arrive en sapeur-pompier ce jour à Douala pour trouver des solutions sur l'affaire de bébé volé à la Kentini. Le journal EcoSanté en parle ce matin. Même son de cloche pour l'expression qui revient également avec cette actualité concernant le
l'hôpital La Kentini, le ministre Santé à Douala, pour dissiper les malentendus. C'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au plus de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore, elle reste et demeure inchangeable, implacable, incontournable, inaliénable et indétrônable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas. Oui. Comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant qui aura retenu votre attention en conférence de rédaction tout à l'heure. Ce fait saillant qui sera développé au 19h et au 20h ce soir. Au 19h et au 20h ce soir, on va s'intéresser aux ravages et aux dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale politique Yaoundé et même partout au Cameroun depuis le début de cette saison pluvieuse. Donc du côté du quartier École de Poste, il y a une cité qui a été victime d'inondations ce matin, très tôt ce matin. Nos équipes sont... Il faut dire qu'il y a eu une forte pluie très forte pluie ce matin. Donc cette pluie a causé d'énormes dégâts et nos équipes sont sur le terrain pour toucher du doigt la réalité que vivent les populations en plein cœur de la capitale politique Yaoundé. Encore, on ira voir comment est-ce que les rues qui sont abandonnées font du moins cause du tort à certaines populations qui en sont victimes et qui payent le prix, certainement un prix qu'ils n'ont pas voulu payer. Parce qu'aujourd'hui, c'est impraticable sur certaines de nos rues, c'est impraticable avec ces pluies qui causent d'énormes dégâts, pas seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan psychologique et même sur le plan spirituel, parce qu'il faut dire que lorsqu'il pleut abondamment, spirituellement, certaines personnes sont touchées. Merci beaucoup. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur, tout en espérant que demain, vous aurez, du moins aujourd'hui avant 15h, vous aurez la lumière à la maison. Théophile Vianney, je vous ai dit jusqu'à demain. Je vais utiliser tous les moyens, légaux et illégaux, pour avoir la lumière chez moi. Et là, je vais attendre les gens qui vont encore venir couper. Quitte à ce que je ne vienne plus à espace miné. Je vais monter la garde. Parce qu'il faut qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'on se comporte comme des sauvages. Merci TVB. Je vous en prie. Bonne suite d'émission à vous. A tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin est encore une affaire de Bernardo Basson. Parfait. Ici, ce matin, les médias en ont abondamment parlé et nous allons nous faire écho de ces médias-là. D'après le récit qui nous a été rapporté, le 30 mars dernier, Dame Belle Esther a été prise par les contractions normales, situation étape normale avant l'enfantement. Elle s'est rendue à l'hôpital La Kentini, où elle est censée avoir donné naissance le 31 mars 2023 à un enfant, dont elle ignore malheureusement le sexe et dont elle ignore la situation géographique jusqu'à présent. D'après ce que cette dame dit, elle serait montée sur la table d'accouchement. On aurait interdit à sa maman et à son conjoint de rejoindre la salle, tandis qu'une dame à côté, on avait autorisé sa mère à rejoindre la salle. Elle ne sait pas ce qui s'est passé puisqu'elle a été endormie. Et quand elle se réveille, elle se trouve juste être nettoyée et elle ne sait pas où se trouve l'enfant, encore moins le placenta. Elle s'est mise à demander à la dame où se trouve l'enfant. On lui a dit l'enfant était placé ici pendant longtemps, quelqu'un a enlevé. Et quand sa mère, elle appelle sa mère pour dire à sa mère, mais maman, on dit qu'on ne sait pas où est l'enfant ni le placenta. Sa mère remonte et demande et on dit à sa mère, c'était placé ici et une stagiaire est allée mettre dans le vidoir. Donc, apparemment, le nourrisson a été mis dans le vidoir, le placenta avec, sans que la mère du bébé n'ait eu connaissance du fruit de ses entrailles. Donc, elle n'a pas vu son enfant, encore moins le placenta, et elle n'a pas d'informations crédibles et réelles sur la trajectoire qu'a prise son enfant jusqu'ici. Donc, parfois, ici, c'est un fait suffisamment grave. Et le plus grave, c'est que l'une des infirmières est venue plus tard avec une seringue, voulant l'injecter, disant à la maman que c'est le directeur de l'hôpital qui a demandé qu'on t'injecte. Moi, j'ai même pensé à la théorie de l'assassinat. C'est-à-dire, on prémédite, puisqu'on se dit qu'elle devait parler, moi j'ai pensé qu'on voulait la tuer même, la faire taire. Et c'est son récit à elle, ce n'est pas un récit inventé. Donc, parfois, ici, c'est une affaire encore au Cameroun de vol de bébé, à l'hôpital La Kentini, où une dame s'est fait éventrer il y a quelques années pour sauver éventuellement ses enfants. Elle s'est fait éventrer par sa sœur, où on a eu un directeur qui a été éconduit, l'autre l'a remplacé, mais qui continue les mêmes forfaitures. Un directeur qui dit une chose et se contredit. Déjà, lui,
il doit démissionner et être poursuivi pour complicité parce que ce qu'il dit n'est pas concordant avec ce qui s'est passé. Et c'est assez grave pour un directeur du force sanitaire comme celle-là. Donc, parfait, ici, aujourd'hui, c'est un cas grave qu'il faut dénoncer. Et heureusement, je vais sortir par là, que le gouverneur du littoral, à qui j'adresse un bonjour cordial, a fait une sortie hier et a rendu public un acte républicain, justement. Il a mis sur pied une commission pour faire la lumière sur cette affaire-là. Qui aura 4 jours. Il a donné 4 jours pour... Voilà, 5 jours précis pour avoir le rapport final. Monsieur le gouverneur, chapeau. D'accord. Pierre Blaireau, mec, je commence à être fatigué. Hein. Dans un pays que nous jouons comme ça avec la vie, on vous dit que... Ça, c'est le récit de la dame, celle qui a accouché. Lorsqu'elle s'est réveillée, je ne sais même pas pourquoi d'abord elle était endormie, on lui a dit que l'enfant était placé là. On ne sait pas celui qui l'a pris. Attends, Blériot, l'enfant c'est un morceau de pain, c'est un morceau de plantain. On dit que l'enfant était placé là. On ne sait pas celui qui l'a pris. Je vous passe la parole. Quelqu'un m'a dit que la société qui est en charge d'enlever les ordures ménagères laissait volontairement les ordures ménagères dans les différents carrefours. Et qu'on venait y mettre des produits nuitamment pour endormir l'esprit des Camerounais. Bon, on veut seulement que ce soit une affaire niémec tout le temps. Moi, je m'en fous. C'est votre problème. Regardez un peuple. On vole un bébé, le directeur est encore en place. Les infirmières là existent encore. Elles marchent, elles montent et descendent. Vous n'êtes pas un peuple. Je vous l'ai dit. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Vous n'êtes pas un peuple. Vous voulez que les gens m'écrivent. Vous voulez parce que les gens parlent à la télé. Vous faites quoi? Nous bavardons à la... Vous faites quoi? Vous êtes à Douala. On a volé le bébé. Les infirmières là sont là. Elles montent et descendent. Le directeur est encore en place. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est quel peuple ça? Comment ça peut s'expliquer? Quelqu'un a donné naissance à un enfant. Le directeur doit me donner mon enfant. C'est lui qui a la charge de cette... Mais qu'est-ce qu'il y a les commissions? Vous me parlez de commission de quoi? La commission... Non. Vous voyez à quel point on en est arrivé? On vole un bébé dans un hôpital de renom. On dit même que le directeur là veut être président de l'ordre des médecins. Avec ça? Non, il doit démissionner. Avec ça? Il doit démissionner. Et l'ordre des médecins fait quoi? Vous voyez que non, on veut seulement que ce soit parfait ici, Kier et Niémé. Non, ce n'est pas notre affaire. Non. L'ordre des médecins a pris quel acte depuis que cette femme se plaint qu'on a volé son enfant? Écoutez des explications, c'était là. Donc, on a pris l'enfant, on a mis dans... c'est pas... On a dans le vidoir. Dans le vidoir. Écoutez ça. Dans la poubelle. Le vidoir. Non, est-ce que vous voyez... Lorsqu'il y a même un mort-né, vraiment, je ne suis pas médecin, je passe sous le contrôle des médecins. Vous n'avez pas besoin de parler sous le contrôle d'un quelconque médecin. C'est votre enfant qui est mort. Le corps vous appartient. Ne vous le donne pas. Attendez. Puisque la maman était à terme et elle a accouché. Est-ce qu'on ne donne pas le mort-né à la maman? Mais vous ne voyez pas que c'est gros comme un nez sur un visage? Quelle est cette histoire? Le bébé doit sortir. Là où ils sont allés le vendre, qu'ils aillent reprendre. Merci beaucoup. Qu'ils aillent reprendre ce bébé et viennent le remettre à sa maman. C'est une pratique qui a cours là-bas. C'est une pratique. Voilà une preuve. Donc portez-moi plainte, je dis voilà, donnez le bébé de Belle Esther. Voilà une preuve. Et on voulait l'assassiner pour que ça ne... Et la famille de Belle Esther est où? Pourquoi la famille de Belle Esther on fait le deuil au domicile du gouverneur, du directeur de l'hôpital? Vous devrez être là-bas avec les matelas couchés chez lui. Jusqu'à ce qu'on vous donne votre bébé. Vous voulez seulement que d'autres personnes viennent toujours parler. Non, c'est trop. C'est comme si ce pays n'est plus gouverné. Merci beaucoup. Roger Kek de Kiki, on a connu une autre affaire qui avait justement créé un tollé. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'affaire, je pense, c'était Koumatekel.
La dame s'appelait Koumatekel. Elle a été éventrée Tout à fait. dans le même hôpital, la Quintini à Douala. Vraiment, je commence à m'interroger sur les coïncidences. Hein. C'était dans le même hôpital, on a ouvert vraiment que les gens qui nous ouvrent au Bangladesh m'en excusent. Parce que même au Bangladesh, ça ne se passe pas comme ça. On a ouvert le ventre d'une dame Tout à fait. avec une lame rasoir. On a vu ça. On a également eu une autre affaire, Tchatchoua. l'affaire Vanessa Tchatchoua, où elle a également donné vie Elle a et perdu son le bébé également avait disparu. Tout à fait. Ça, c'est ceux qui se plaignent. Hein. Voilà. Je vous dis parfait ici, permettez. Il y a beaucoup de bébés qui disparaissent. Oui, dans Les la gens ont vie, même tout peur de se plaindre. Beaucoup de bébés disparaissent. Oui. Roger Kiek de Kiki. Cela se passe dans un pays qui s'appelle Cameroun. C'est très pathétique. Ton regard. C'est très pathétique. Un bébé a été volé à l'hôpital de l'école de police, gardé par les policiers. À l'hôpital central, en dehors de l'affaire Vanessa Tchatchoua qui impliquait des dames magistrates et des grandes dames de la République, vous avez des vols d'organes. Oui. Quelqu'un qui a un accident de voiture, il arrive là-bas et puis il se trouve sans un rein. Il y a des affaires que nous avons tous connues ici. Vous avez des affaires où des gens achètent les placentas, hein, pour du cannibalisme, pour aller les... Parce qu'il y a des gens qui mangent les fœtus et les Ah bon? placentas. Oui. Il y a trafic de fœtus Mais et de vous avez rappelé placentas. ce que Tutu Sédio a dit dans son livre. Il y en a, il les c'est-à-dire mange à l'étouffée. qu'il y a des gens qui Dans le mangent... Nomba. Enfin, je dis, c'est des affaires de ce pays qui achèteraient et des placentas et des fœtus dans nos hôpitaux, des grands hôpitaux de grande réputation. Alors, une affaire comme celle-là, avant que je sois un homme, ma maman allait souvent accoucher et il y a toujours une dame de la famille qui allait l'accompagner, qui restait là. Quand le bébé naît, on lui remet et le bébé et le cordon ombilical que nous-mêmes nous nous chargeons Nous allons enterrer d'aller enterrer quelque part sous un plantain un bananier. qui produit beaucoup, sous un colatier qui produit des bonnes colas ou sous un palmier qui va produire des noix et du bon vin de palme. Ça, c'est la tradition africaine. Et même, c'est-à-dire que c'est terrible. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas décider d'aller incinérer ou d'aller vider un mort-né. Le mort-né, nous le ramenons souvent à la maison et nous l'enterrons avant que la journée soit terminée. Oui. Ce sont des pratiques tout à fait Et on africaines. l'enterre là où l'eau se verse, Oui. l'eau qui sort de la toiture se verse au Tous niveau les du sol. Africains connaissent ce que parce nous que faisons le de fleuve ces doit accompagner, choses. non? Et vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une étudiante stagiaire de l'école de médecine qui est en 4e ou 5e année Quatrième année. peut confondre Elle est dans le le business. placenta et un fœtus mort-né. Et vous ne pouvez pas m'expliquer comment on a fait pour endormir cette dame-là pendant que cette opération se... Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour eux, quand quelqu'un a eu un mort-né, vous lui signifiez que vous avez eu un mort-né. Vous appelez la famille qui vient constater. D'ailleurs, que pour admettre une dame dans cet état à l'hôpital, il y a toujours quelqu'un qui en répond. En cas de... Quand vous allez à l'hôpital, en cas de ceci, on joint qui, on fait qui? quoi? C'est des procédures tout à fait régulières et bien C'est établies dans classique. nos hôpitaux. Sauf que la mafia s'est installée par là et la goutte d'eau va finir par déborder le vase. Je rappelle que les Camerounais qui sont futés, qui ne sont pas amorphes et nonchalants, ont déjà produit dans les réseaux sociaux la photographie de la maison à 400 millions de francs CFA que M. le directeur vient d'acheter ou de construire quelque part à Fanoyor. Le directeur de l'hôpital à Oui, tout à fait. La photographie fait le tour des réseaux. Et vous savez que ce directeur-là, partie prenante de l'élection, à la tête de l'ordre des médecins, a bloqué le processus. Au point où le gouvernement a dû interférer, parce que le ministre semblait jouer en faveur de ce directeur. Vous avez vu des batailles. Cela signifie que le ministre Au couteau. le protège. Non, je pense que ces affaires-là sont des réseaux tout à fait bien huilés. Moi, quand j'ai peur, la dernière fois que j'étais malade, j'ai appelé un petit frère. Il fallait me voir jongler pour chercher une petite clinique cachée ici à Yaoundé. J'ai peur d'aller à l'hôpital. Parce que je me dis, on va bezigouiller. Des fois, je laisse Yaoundé, je pars chercher un hôpital vers Ombessa ou quelque part très loin où les gens ne me connaissent pas pour essayer de... On a peur d'aller à l'hôpital. Au lieu d'être en confiance quand on va à l'hôpital, aujourd'hui, on a peur. Et le gouverneur
il sent la pression monter. Moi, je connais des populations de Douala. Le ministre est en route pour Il est déjà à Douala. Voilà, pour aller calmer la pression. Mais je crois qu'attention, dans le contexte que nous Est-ce traversons... que le problème du ministre, c'est de calmer la pression? Non, mais les gens... Ou alors, c'est de nous dire la vérité? Non, vous ne pouvez plus, vous ne trouverez plus ce PPI. Non, pas fait ici. On ne le trouvera plus? Non, non, Et pourquoi? l'affaire Vanessa a pris le temps que ça a pris. On a essayé, on lui disait, non, tu es jeune, va retomber enceinte. Nous savons comment ces choses se terminent. Tu peux souvent. encore faire beaucoup d'autres Tu peux bébés. faire d'autres enfants. Parfait, Et nous, Alice. nous autres qui avons enquêté sur l'affaire, on avait des pistes. Et c'est pas du menu frétin qui achète les bébés. C'est pas n'importe qui vient, attention. C'est des chaînes. Des gens évoluent en chaîne dans des processus extraordinaires. Je crois que cette affaire que vous prenez avec autant de simplicité n'est pas une affaire aussi simple. Parfait, ici. Oui, Pierre Blériot. Je suggère que nous fassions de l'affaire du bébé de Belle Esther une affaire semblable à l'affaire Martinez-Zogo. J'espère qu'ils ne vont pas vous épingler pour incitation à la révolte, parce que ça aussi c'est prévu dans la loi antiterroriste. Que nous fassions de cette affaire l'affaire Martinez-Zogo. C'est-à-dire que vous voulez amener les Camerounais dans la rue. Non, je dis que nous en fassions l'affaire Martinez-Zogo. Bon, celui qui va m'épingler ne vient pas du ciel. Il va bien donner son nom. Ce sera le procureur tel ou tel autre. Ça, c'est un autre débat. Faisons d'abord de cette affaire l'affaire Martinez-Zogo. Revendiquons ce bébé tous les jours. Merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'il sorte. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Bernardo Basson, pour ceux qui aiment toujours parler de l'image du Cameroun, lorsque nous nous dénonçons, pour ceux qui apparemment ont le monopole du patriotisme, lorsque nous nous essayons de mettre sur la place publique les tares et les avatars, où sont-ils pour venir encore nous dire que c'est nous qui dérangeons? C'est-à-dire une maman, une mère normalement constituée est allée à l'hôpital un beau matin. Ce jour, il n'a même pas eu beaucoup de pluie. Vraiment, la nature était clémente. Et cette maman a accouché. Après, lorsqu'elle se réveille, elle demande le bébé. On lui dit à la maman qu'il était placé là. On ne sait pas celui qui l'a pris. Parfait. Est-ce que le pays ici a encore une image? Mais ça, c'est autre chose. Trois éléments attirent mon attention dans cette situation. Le premier élément, c'est que la dame est en situation de donner la vie. On interdit à sa maman d'entrer dans la salle. Je suis issu d'une famille dans laquelle la maman a connu un mort-né. J'ai une sœur qui est décédée. Et après son décès, on a remis le nourrisson décédé sur le plateau à ma maman avec le placenta. Tout à fait. Et le frère de mon père a enterré ma soeur à Ekounou. Parce que je suis né, mes parents habitaient à Ekounou. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout à fait. Ça n'existe pas de cas dans lequel on vous dit on a vidé l'enfant. Donc ça, déjà, c'est une bêtise manifeste. Je dis bien, on a interdit à la maman et au conjoint de la dame d'avoir accès à la salle. Premier problème. Deuxième problème, dans le rapport, le rapport insensé produit, on dit la dame a donné naissance à un fœtus mort-né. Est-ce que c'est comme ça qu'on annonce à une famille? Comment on constate? Qui a constaté? Parfait, ici, moi je ne suis pas une femme, mais je suis père. Lorsqu'une dame perd l'enfant dans le ventre, quelque part, elle s'en doute parce que l'enfant ne bouge plus dans le ventre. À 8 mois de grossesse, l'enfant bouge. Je suis père. Elle a travaillé. Elle a l'enfant comme ça dans le ventre. Oui. Donc, quelque part, quand l'enfant est dans le ventre statique, il ne bouge plus. La mère, et puis avant d'accoucher, il y a une dernière visite. Mais on entre même en travail. Pour savoir comment l'enfant se porte, comment est-ce qu'il va sortir du ventre. Donc, jusque-là, ces éléments, on ne les a pas. Mais on nous dit que l'enfant est mort-né. Parfois, ici, au Cameroun, il y a des hôpitaux qu'il faut éviter. Le CHU, c'est un mouroir. La Quintini, c'est un mouroir. Il faut le dire aux gens. Évitez la Quintini, évitez le CHU. Le troisième point, c'est que le directeur semble prendre cette affaire avec beaucoup de légèreté. Je l'ai confié à la gendarmerie. Ça veut dire que peut-être, je ne l'accuse pas de manière officielle, mais comme on sait que comme on a dans les hôpitaux, on l'a vu avec l'affaire Covid, où les organes des gens étaient enlevés à foison. Peut-être il y a un complot au Cameroun dans quelques hôpitaux de vol de bébés pour les trafics. Le trafic d'organes et d'autres choses qui n'entrent pas dans le commerce juridique qu'il faudrait vraiment dénoncer. Ce directeur-là, d'abord, on doit aller dans sa maison, à Douala où il réside, avec les matelas, comme M. Niemek l'a dit, couché. C'est-à-dire, quand il sort, il voit le père et la mère de l'enfant là. Quand il entre, il les voit là, jusqu'à ce que l'enfant là sorte. Et s'il ne le fait pas, la famille là, je ne sais pas d'où Belle est, mais elle a un ambassade, qu'elle arrive au village. Il y a une liane là, qu'on travaille souvent.
on met devant la maison. Dès qu'il sort, c'est le serpent qui voit. Donc le DG, quand il sort de chez lui, la liane est posée, c'est le serpent qui voit. Vous avez des méthodes bizarres. Non, pas ici. Non, ici, c'est Un enfant a été volé. Ben, vous voulez traumatiser. on a volé. Il faut donner l'enfant là. Pas faire ici. Je suis père. Non, Je suis père. On a volé un enfant. On parle de quoi? Donc j'ai dit, en plus de faire le sitting devant sa maison, devant l'hôpital, la famille de Bella, même celle qui est au village, doit venir à Douala. Aller d'abord Tout le savoir monde ce qui doit s'est aller à passé. Douala. Et en plus, on doit aller au village pour la faire là. Il dit, il doit voir le serpent dans sa voiture, dans sa maison, dans sa chambre. S'il est dans les autres ou les loges, c'est encore plus simple parce que là-bas, ils ne font rien de consistant. On doit, il doit rendre l'enfant là, ici. Il doit rendre l'enfant là. Ça, c'est quoi? Merci beaucoup. Hein. On va lire d'autres messages. Calmez-vous, Bernardo. Non. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, perfecto. Et il y a tout ton panel. Voler un bébé dans un hôpital de renommée est un acte très grave et impensable. Le directeur de cet hôpital en sait quelque chose. Je vous assure, il doit remettre le bébé de cette maman. Oui. Perfecto, je suis une mère et je me mets à la place de cette dernière. Mon Dieu, perfecto, moi à sa place, tu vas me remettre mon bébé. Même s'il faille que j'aille en Inde pour toi. Moi, lorsque je vais dans un hôpital pour accoucher, quoique les infirmières disent j'exige la présence de mon mari dans la salle d'accouchement sans m'amuser. C'est même quelle histoire ça. Si c'est pour l'enfant, il n'y a pas des orphelins. OTS, rendez cet enfant. C'est quoi? C'est Pancras de Guidère qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, très belle émission. Je suis d'accord avec les messieurs sur le plateau. Ce pays fait peur. Savez-vous que même cette affaire d'amputation dans les hôpitaux est également en trafic? La césarienne, alors, n'en parlons pas. C'est un business lucratif dans nos hôpitaux. Monsieur Niamek a raison. Que fait la famille? Notre pays va mal. Simon Marius Mba. Autre message ce jour. Bonjour, perfectué à ton panel. Le professeur Essomba est le fiole du ministre et du RDPC. Ah bon? Il a même une école de formation de santé dont les bâtiments jusqu'au résultat des concours l'année dernière étaient encore en chantier. Il y avait déjà des étudiants envoyés dans cette école. Je veux comme ça vous démontrer la légèreté qu'a notre ministre en ce qui concerne monsieur Essomba. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour le panel. Hôpital à Kentini Douala, les 2 sages-femmes ont été suspendues et la stagiaire renvoyée. Le ministre est à Douala depuis 10 heures ce matin. Blériot accepte les lenteurs administratives du Cameroun. La chaîne Sœur Bleue suit cette affaire minute by minute. Courage à la famille si touchée. Blériot ne t'égosille pas. Reste calme, tout sera en ordre. C'est Roger Abonamoussadi à Douala. Tout sera en ordre comment? Je ne sais pas. Quand on rentre le bébé, c'est ça qui va remettre l'ordre. Bonjour à tout le panel. Pourquoi voulons-nous toujours faire l'amalgame entre la vérité et notre ressenti? On peut tout dire parce qu'il s'agit d'une vie, mais pardon, Monsieur Noël Essomba est un modèle dans le management. La perfection n'étant pas de ce monde, il faut admettre le fait qu'il puisse avoir des erreurs à lui imputer. Mais aller à dire que ce monsieur doit partir est anti-développement. La Kentini d'hier n'est pas la Kentini d'aujourd'hui. Mais Il n'a pas signé. Il n'a pas donné C'est son nom. Manlong depuis Ngodi Bakoko. Quand vous voyez d'abord quelqu'un Ngodi Bakoko, il y a deux qui pas utilise d'hôpital. un faux nom, il ne faut même pas prendre aussi. Manlong. Manlong, c'est quoi ça? L'enfant du pays. C'est l'enfant du Ça, pays. c'est des bêtises. Des bêtises. Il est même Bonjour. dans la secte là. Bonjour Espace Miné. Bonjour à Roger, Niemek, Basson est parfait. Courage, courage, courage. Je suis du même avis que Kiek et Monsieur Niemek. Bonne analyse sans complaisance. Courage, vivement, redevenons une république. C'est de la part de Thomas Noir, analyste sociopolitique. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, très belle émission comme d'habitude. J'aime vos voix en forme. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. Ce bébé a été volé et avec la complicité des infirmières de cet hôpital. En passant, je me porte garant pour monter la garde devant votre poteau d'électricité. Moi, personnellement, je suis le remède de ces agents et des néos. Je vais vous contacter après. Il avait essayé de faire la même chose à mon père et j'avais géré ça à ma manière. Et depuis 1 an aujourd'hui, on ne paye même pas l'électricité chez nous. Même pour entrer dans notre camp, ils ont maintenant peur. Moi, je ne blague pas avec ces bandits des néos. C'est David depuis Mvorada. Donne-moi son numéro. David depuis Mvorada. Oui,
Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ce matin? Bonjour parfait et à ton panel. S'agissant de la dénonciation du jour, il faut noter que le vol des bébés est un vaste réseau des pays africains d'Amérique latine qui servent de point de départ des réseaux et plusieurs personnels soignants sont des complices. Ce phénomène n'est pas seulement l'apanage du Cameroun. France 2 a réalisé un reportage à propos en France. Il faudrait donc redoubler d'efforts et de vigilance. De notre part, lorsque nos femmes, sœurs et mères se rendent à l'hôpital pour accoucher. Bonne émission, c'est Georges de Soie. Bonjour Perfecto, content de te revoir ce matin. Bonjour à ton plateau. Mon Nyandom Nyemek, le Cameroun n'est plus gouverné depuis longtemps. Moi, j'ai décidé que madame va faire le suivi dans une clinique, mais elle va accoucher à la maison. Je vais me préparer pour ça. Eric Bakedek. Ça, c'est radical. C'est vrai quand même qu'on peut en parler en riant. Lorsqu'il y avait cette affaire de Covid, je mets les guillemets, je suis tombé gravement malade. Et naturellement, on a demandé que j'aille à l'hôpital. Blaireux, j'ai dit, je ne pars pas à l'hôpital. Ce n'était pas une bonne idée. Je ne pars pas. C'est une mauvaise idée. Et je suis sûr que si j'étais allé à l'hôpital à cette époque, je serais déjà mort. On te conjuguerait au passé. On me conjuguerait au passé. Et tout ce que je faisais est que j'avais un ami médecin qui venait me faire tout à la maison. Ouais, à quel point la confiance a chuté. Tout à fait. Monsieur Yemek, pour la petite histoire, parfait ici, j'ai un aîné, un confrère, il est avocat, je vais taire son nom. Il était malade, il a un ami médecin. Son ami lui dit, je travaille au CHU. Mais comme tu es malade, ne viens pas au CHU, je viendrai chez toi. Vous voyez à quel niveau on se trouve dans ce pays? Donc, en tout cas... Autre message. Bonjour Perfecto, beaucoup de courage pour le coup de lâcheté de Haie Noire. À propos de la disparition du bébé, c'est vraiment l'horreur. C'est des réseaux connus. Un ami m'a amené dans un restaurant à Bastos un jour. Il n'y avait que des grosses voitures et personnalités. Quand je demande le menu, tout le monde me regarde un peu désabusé. J'insiste et on m'a mis dehors. Après investigation là-bas, on mange chair humaine, placenta humain, sein et clitoris. Mon ami ne m'a jamais rappelé jusqu'à ce jour. C'est Ben Jingo à Makepe par Douala qui envoie le message. Incroyable. Mais ça donne froid d'eau là. Bien sûr, bien sûr. Ça donne froid d'eau là. Bonjour et bon retour parmi nous. Que Dieu vous garde, homme de valeur. Autre message, bonjour le panel. Les sectes ésotériques ont pris en otage le Cameroun. Mon enfant était né en 2007 et assassiné par la responsable néonatale dans un grand hôpital de Yaoundé. Il nous a été rapporté qu'on avait retiré tout son sang pour son époux et qui était... Oula. Je préfère donc trouver une expression synonyme. Son époux qui était une haute personnalité de la République aujourd'hui décédé. Parce qu'il a donné le nom de l'époux. Ces cas sont récurrents dans nos hôpitaux. Mon épouse en a été traumatisée pendant 1 an. C'est Joey de Kondengui qui envoie le message. Je vous amène au 225. La Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour et bon retour à Perfecto. Tu es encore plus chaud, alors seulement le feu sort. Concernant l'affaire du bébé, comme le grand frère sur le plateau a dit, on ne pourra plus retrouver cet enfant. Soyons clairs, car pour leur sacrifice, il est déjà loin ces bébés, malheureusement. Mais en parler au moins pour la justice pourrait changer certaines choses, même si je me dis que le réseau est bien plus grand que ce qu'on pense. Oh mon Dieu, que devient le Cameroun? On finira par arriver à des assassinats, car c'est pas dans toutes les familles qu'on tue au vol sans retour. C'est Léo d'Abidjan qui envoie le message. Bonjour le perfectionniste du micro, bien le bonjour aux autres, plus précisément à l'épaisseur de la sagesse, Pierre Niemek Armel depuis Yaoundé, Carrefour Emia. Autre message, bonjour le panel, sincèrement, on n'en peut plus qu'il rende ce bébé. Quel est même ce trafic? N'abusons pas. C'est Loïc depuis Fougerolles qui envoie le message.
Parfait, et à tous ces messieurs sur le plateau, le Cameroun fait vraiment peur. Nous, les jeunes de ce pays, avons perdu le goût du rêve. Que faire? C'est Rose de Cité des Palmiers à Douala qui envoie le message. Je vous amène au 224. Togo. Nous sommes là du côté de Conakry. À Guinée. À Guinée-Conakry. Bonjour Perfecto et à ton panel. Cette histoire de vol de bébé est vraiment déplorable. Il y a un manque de professionnalisme dans les hôpitaux. Que cette histoire soit tirée au clair. C'est Lionel depuis Conakry qui nous envoie le message. Autre préoccupation, ça c'est la sorcellerie dans nos coutumes. On ne jette pas un enfant mort-né. Je suis entièrement d'accord avec le monsieur en jaune. On doit les hanter, infirmières et directeurs. Autre message, bonjour le grand panel, dites à monsieur le ministre de la Santé de soumettre une loi à l'Assemblée nationale pour achat d'enfants et d'organes, au lieu que dans les hôpitaux, on nous vole et opère les patients dans une mafia. C'est vraiment pathétique pour un pays qui est en marche vers l'émergence pour 2035. Stop, 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 hôpitaux, scandale et répétition. Vraiment, quelle image. C'est un vol et c'est signé Maop. On prend encore une autre touche pause. Bon retour sur votre plateau Espace Mini, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour une forme d'évocation. 6 avril 1984, 6 avril 2023. Cela fait très exactement 39 ans que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a failli être renversé par un coup d'État. 39 ans plus tard, nous essayons de nous poser les questions de savoir s'il y a toujours des séquelles. Je commence par Roger Kiek de Kiki. Question d'un regard synoptique. Que te rappelle la date du 6 avril 1984? Une date extrêmement terrible. À la veille, mon père qui travaillait à l'université du Cameroun, à l'époque, la grande université de Yaoundé, au service des œuvres universitaires, s'arrêtait, parce que moi je suis né en face de la garde républicaine, la GR. Comme on appelait à l'époque. C'est devenu la GP. Donc quand mon père rentrait du boulot, je voyais tous ces grands officiers venir rester avec lui pour boire du vieux manoir. Chez Jajaja. Le grand bar en face là, et moi quand je sais qu'il est là, je viens l'attendre, je connaissais ses heures. Et des fois quand il prend son vieux manoir, je suis entre ses jambes et je prends un peu de vin rouge. Je connaissais à l'époque mon père, le capitaine Angoine Laurent, qui s'occupait des services de renseignement à la gendarmerie. J'ai connu Guérandi qui habitait derrière le marché. Et tous ces Guérandi derrière l'ancien marché Mélène. Avant le colonel Saleh Brahim, c'était le capitaine Guérandi Mbara. Il y avait plein de gens. Mon père rentre là et il me dit que ses amis du grand nom lui ont dit: Monsieur Kiki, prenez 2 vins rouges et prenez le 3e, vous partez à la maison. Il ne fait pas bon. Allez rester à la maison, ne sortez pas. Il m'a dit, il aurait pu interpréter, parce qu'en réalité, il y avait des gens organisés. C'était des petits chars à l'époque, il y avait des petits chars d'assaut à la garde républicaine. On avait peint les chars. On les peignait souvent, c'est-à-dire on mettait de la peinture sur les roues, peinture blanche, pour préparer le 20 mai. On avait relooké les chars, on avait tout préparé, tout le dispositif était là. Donc il y a des gens qui étaient dans l'organisation de cette affaire-là. Alors avant, je crois on est là vers 4 heures du matin ou quelque chose comme ça. Mon père a été au Gabon. À l'époque, j'aurais pu être au Gabon. Il a connu la guerre là-bas. Il y a la sirène. Quand la grande sirène de la présidence a retenti, mon père a eu envie d'aller aux toilettes 2 fois. Il nous a dit tout le monde sous le lit, l'heure est grave, parce qu'il savait que les institutions viennent d'être mises entre parenthèses et que la guerre, entre guillemets, la guerre a commencé. Vous n'imaginez pas, quand les premiers coups de canon ont commencé pour quelqu'un qui est au nez de la garde républicaine, qui avait orchestré cette affaire, je vous assure que même pas un oiseau dehors, tout petit garçon, on sortait quand même curieusement, parce qu'on était déjà des petits gars, nous autres. On allait voir ça. C'était terrible. Ça courait dans tous les sens, ça tirait dans tous les sens. Ce traumatisme donc que nous avons vécu, surtout quand on a dit d'évacuer le quartier, parce que la riposte qui était arrivée avait décidé à un moment donné, d'après ce qu'on nous disait, de raser
enrayer carrément le quartier Mélène Obéli de la carte du Cameroun. Il y a des gens qui voulaient raser tout cet endroit et d'autres qui disaient non, il faut aller Bon, on nous a dit d'évacuer quand même. Vous nous imaginez, bidon de pétrole de 20 litres sur la tête, sac de riz, machin. On a pris ce qu'on pouvait prendre, où on laissait nos maisons et on s'enfuyait quelque part plus loin pour essayer de trouver un proche, quelqu'un, un ami qui habite là-bas parce que le quartier allait être rasé. Pour nous qui avons vécu ça, c'était la grande frayeur. Et quand vous dites coup d'État manqué, pour nous autres analystes, avec du recul, les institutions ont été mises entre parenthèses pendant 2 jours au moins. Parce que c'est le 8 avril que la régularité revient. Pendant un moment, les mutins ont pris la radio, ont pris l'aéroport de Yaoundé, ont encerclé et sont entrés carrément dans le palais présidentiel, puisque nous apprenons que le président a été retranché dans un bunker avec le lieutenant Haïvo, avec M. Ronlon et quelques autres. Donc il y a eu coup d'État. Plus tard, les réguliers ont repris le contrôle de la situation sous la direction politique de Gilbert Andié-Tourgui et ont décidé, l'armée, des grandes têtes de l'armée, telles que les récits nous le racontent, ont décidé de restituer le pouvoir au président de la République après avoir récupéré la radio, récupéré l'aéroport de Yaoundé, récupéré les grands services névralgiques et stratégiques parce qu'on avait bombardé le poste de transformation de la Sonnelle qui se trouve juste en contrebas des ligues FA. Il y avait un grand poste de transformateur qui avait été toujours bombardé de ce côté-là. Maintenant, il y a des séquelles. Il y a même eu un mutin qui est resté accroché là pendant au moins 4, 5, 6 jours. Parce que quand la riposte s'organise... Il a dit qu'au moment il allait, soit pour faire quoi au niveau des fils électriques, il a été... carbonisé. Voilà. Parce que le colonel Yakana et les équipes de l'armée de l'air, les hélicoptères, nous voyons, toujours on était émus de voir l'hélicoptère venir lancer des obus. Il y avait des bombardements. Et la riposte a donc permis de carboniser ces chars. Parce que ceux qui avaient mené ces affaires-là n'avaient pas l'expérience des réguliers qui avaient... Bon, alors les leçons qu'on peut tirer. Moi j'ai suivi le discours des mutins, parce qu'on avait mis une petite antenne sur la garde républicaine à l'époque comme une antenne d'émission radio. Et on nous dit que le discours a été prononcé depuis Obéi et il devait être retransmis sur l'ensemble du réseau. Mais un certain Émilie, dit le Lodon, travaillait à la radio. Il travaillait à la radio, un ingénieur a circonscrit. Parce que si le discours était sorti du Cameroun, il y avait des mercenaires au Maroc et partout qui attendaient pour donner l'assaut sur Yaoundé. Donc ce monsieur a circonscrit et a réduit l'impact de ce discours. Dans ce discours-là... Je pense qu'il n'a été suivi qu'à Yaoundé. Hein. Oui, le discours a été suivi à Yaoundé. Même si ce monsieur-là lui-même, la maison qu'on avait demandé de lui construire n'a jamais été construite. Je crois qu'Ateba Yéné qui suivait les dossiers est mort en nous me rappelant que des gens au cabinet civil avaient bouffé l'argent qui était destiné à la récompense de ce monsieur. Je mets tout ça entre parenthèses pour dire que quand vous suivez le discours de ces jeunes officiers du mouvement JOSE, qui disent qu'en réalité le vivre ensemble était devenu un problème, l'unité nationale était galvaudée par une bande de gens qui prenaient tout l'effort national pour eux tout seuls au détriment de la collectivité nationale, on peut avoir l'impression que ce discours est encore d'actualité. Mais la maladresse de ces mutins avait été de penser qu'on peut se réunir autour d'un groupe de village, un groupe villageois, un groupe tribal ou ethnique pour résoudre un problème national. C'est pour ça que ces mutins, réunis en groupe tribal ou ethnique, n'avaient pas eu l'adhésion de l'ensemble national. Même au niveau de l'armée, tous les corps n'étaient pas prêts, parce qu'on retrouvera sur les enfants des militaires de l'argent caché dans les gandouras. Donc, une petite caste de gens, parce qu'il faut le dire, c'est la réalité. À l'époque, la garde républicaine était composée en majorité d'un noyau originaire d'une partie précise du pays. Bon, c'était la maladresse. Il y a des problèmes dans un pays, mais on ne les résout pas souvent en dressant une minorité de Camerounais. Vous voulez faire comprendre que si peut-être ils ont eu à échouer, c'est parce que la guerre s'est transformée. C'était comme s'il y avait deux camps. Oui, la garde républicaine, comme on appelait à l'époque. Contre le reste. Contre le reste de l'armée. Parce que cette approche, parce que quand on vous dit dans ce discours, la bande à Biya, mais non. Biya venait, et n'oubliez pas qu'il y a eu des putsch avortés un putsch avorté en 83. Donc le malaise n'était pas créé forcément par Biya,
Puisque Biya n'est que la continuité du système Ahidjo. Et que les hommes clés, même dans les gouvernements qui s'en sont suivis, Belobouba, Premier ministre, tout ça, c'était les hommes d'Ahidjo. Semenge était quand même un général d'Ahidjo, etc. Donc, le bilan, le diagnostic n'avait pas été posé avec sincérité. Il y avait une caste de gens qui se sont prolongés jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, moi, que ce putsch a laissé des séquelles. Nous en parlons. Que nous devons résoudre. Mais en même temps, aujourd'hui encore, on a l'impression qu'une petite minorité confisque le fruit de l'effort national au détriment de la grande majorité. Alors, si nous ne voulons pas tirer les vraies leçons de cette affaire-là, nous risquons de nous cogner la tête contre le talus qui nous pointe à l'horizon. Merci Roger Kiek de Kiki pour cette évocation. Pierre Blériot pose une autre préoccupation. Hein. Cette affaire qui éclate effectivement le 6 avril 1984, Radio France Internationale, qui est à l'assaut de l'information, arrache en exclusivité l'interview du feu président Amadou Ahidjo, comme ça se murmurait que c'était Amadou Ahidjo qui était le commanditaire, et le journaliste de RFI pose la question à Amadou Ahidjo: êtes-vous le commanditaire de ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun? Réponse d'Amadou Ahidjo: si ce sont mes fidèles, mes partisans, ils auront le dessus. Ils auront le dessus. Réponse d'Ahidjo. Maintenant, donc, ils n'ont pas eu le dessus. Est-ce qu'on doit donc en déduire que ce n'étaient pas les partisans d'Ahidjo? Oui, ben, vous voyez, Kiek a fait une bonne ressouvenance de cette époque-là. Pour la jeunesse, pour ceux qui sont très jeunes encore, il faut leur dire que le 6 avril 1984 est resté marqué dans l'histoire du Cameroun. Et on n'oubliera pas cette date. On la retiendra bien plus qu'on ne retient la date de l'indépendance du Cameroun. Mais avant le 6 avril 1984, le président Paul Biya, qui accède au pouvoir en 1982 par voie constitutionnelle, ne fait pas les bonnes affaires des partisans du président Amadou Ahidjo, en fait des frères de sang du président Amadou Ahidjo. Le président Paul Biya a failli être victime d'un coup d'État constitutionnel orchestré par les ministres ressortissants du Grand Nord. Une réunion qui s'était tenue au lac. La fameuse réunion du lac. Par la suite, le coup d'État de 83 par Faïssi pose encore problème. Le coup d'État manqué de 83, avant le coup d'État de 84, pose encore problème parce que un coup d'État a été éventré, dit-on. Les gens sont allés en prison. On a réhabilité ceux qui auraient perpétré, organisé le coup d'État, mais celui qui l'a dénoncé a été mis dans les ténoirs. On passe, on arrive en 84. Les historiens pensent que le président Ahidjo a été poussé à la faute pour en venir à votre question. Le président Ahidjo qui cède le pouvoir le 2 novembre, le 4 novembre au président Paul Biya, et le 6 novembre, le président prête serment. Avant cette date-là, il y avait eu un refus de la plupart des ministres du président Ahidjo d'accepter que le président Biya devienne chef d'État. Le président Biya, devenu chef d'État, a avoué une grande obséquiosité, un grand respect à son illustre prédécesseur, comme il l'appelait. Non, il ne l'appelle plus jamais comme ça. Il l'appelait comme ça. S'il l'appelait encore comme ça, ses restes seraient déjà au Cameroun. Ce fut son illustre prédécesseur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux ramener les jeunes gens à ce qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'en histoire, on nous parle des causes lointaines, mais aussi de la cause immédiate. Les causes lointaines, c'est que le président Ahidjo, qui était resté le président du parti, l'UNC, avait tendance à continuer à dicter la conduite au président Paul Biya, qui lui obéissait. Parce que faut-il dire, le président Paul Biya avait imaginé un gouvernement, il l'envoyait la copie au président Ahidjo pour que le président Ahidjo fasse des corrections, ici ou là. Il y avait donc eu un certain nombre de malentendus. Et ce qu'on appelle, entre guillemets, la bande à Biya avait commencé à mettre à l'oreille de Biya, mais c'est toi le président. N'accepte plus ce genre de choses. Et une fois que le président Biya avait commencé à rechigner et à refuser les ordres du président Ahidjo,
le président Yidio a commencé à se mettre en colère. Il a été probablement poussé à la faute. Mais la question que lui pose RFI, est-ce que vous êtes l'auteur du coup d'État de 84? Le président Yidio qui répond, si l'ex-président, si ce sont mes partisans, ils auront gain de cause. Ce n'était peut-être pas lui l'organisateur principal, mais c'était ses partisans. Tout à fait. C'était ses partisans, pourquoi? Aujourd'hui, si la garde présidentielle est en majorité composée des gens du Grand Sud, la GP actuelle, comme la GR de l'époque était en grande majorité composée des gens du Grand Nord, il faut que les jeunes sachent que c'est comme... Je veux compléter ce qu'il dit, s'il me le permet, Blériot Niamec. Le président Biya, quand même, avait eu la faiblesse de conserver la garde républicaine telle qu'elle. En majorité du Grand Nord, avec les grands centres d'instruction de cette armée-là, à Kaélé et à d'autres endroits comme ça, et avec l'élite du Grand Nord en majorité à la tête des grandes forces, enfin des démembrements de ces forces armées. C'est donc l'argument qui va expliquer le repli identitaire du président Paul Biya. Parce qu'après l'échec du coup d'État de 84, le président Paul Biya va se dire, et on va lui dire que, mais tu vois, tu ne peux pas être protégé par les frères d'un autre. Il faut que tu te protèges par tes propres frères. Et la garde, la GR va être mutée. Le RDPC va naître en 85 pour mettre fin à cette situation qui posait problème au président Paul Biya. Mais le coup d'État s'est passé dans une violence inouïe. On n'a jamais, comme au Cameroun, comme partout ailleurs, voulu donner le nombre de morts. Il y a eu, en 2 jours, parfait ici, quand on vous dit que Mbalma est la ville cruelle, on transportait des gens dans les camions pour aller les exécuter en les jeter dans les fosses communes. Une fois, un des généraux qui est maintenant dans la seconde section est arrivé en Balmaï, il a trouvé qu'il y avait un procès, il a mis fin au procès, il a dit il n'y a pas de procès, il faut aller les pendre. Les procès ne se faisaient pas. Une histoire est restée rocambolesque d'un certain Salatou, dont on évoquait les incapacités intellectuelles à répondre aux questions du jury. Enfin, pas du jury, du tribunal. Il y avait des tribunaux expéditifs à l'occasion du coup d'État. Ça laissait... Et puis après même le coup d'État, on a continué les razzias. On a tué énormément de personnes. Quand nous l'évoquons, c'est pour que les gens sachent à quoi ressemble un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas quelque chose qui tue 2 ou 3 personnes. On l'appelle aujourd'hui coup d'État manqué, mais je vous dis, le bilan humain est extrêmement lourd. C'était donc, il est extrêmement lourd. Il a même continué jusqu'à beaucoup d'années, jusqu'en 89, le bilan humain. Il y a eu des emprisonnements, des embastillements. La jeunesse aujourd'hui doit le savoir. Et quand vous nous parlerons des séquelles, on va dire qu'il y a des choses qui ressemblent aux choses de 84 qui se produisent dans notre pays déjà. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Merci beaucoup, pour cette autre évocation également. Je pense que pour les plus jeunes qui nous suivent, surtout que c'est la période des congés, ils doivent avoir des petits calepins pour noter. Notre ami Bernardo Basson, qui va coller donc à mon. C'est vrai que Bernardo, à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il était déjà né. Non, il n'était pas né. Même son premier grand frère n'était pas né. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, je vais vous poser une question simple, mais probablement pertinente. Ce qui avait poussé à une époque les autres à prendre les armes en 1984, les raisons, comme quelqu'un l'a évoqué sur le plateau tout à l'heure, les raisons qui ont fait en sorte que une partie de l'armée se désolidarise des symboles de la République, est-ce qu'il faut dire qu'en 2023, il est fort probable que nous retrouvions ce genre de raisons et qui probablement peuvent encore pousser à une montée d'adrénaline? Je ne pense pas à la réalité parfaite ici. C'est vrai, ce que M. Niemek dit, en 84, je n'étais pas né, mes parents ne se connaissaient même peut-être pas encore, mon grand frère non plus n'était pas né, etc. Mais ce que j'ai... Mais vous avez lu, oui, vous avez suivi des documentaires. Tout le monde sait ici que je lis beaucoup et que j'écoute beaucoup. Alors, pour être assez schématique, pour être assez caricatural, la raison du coup d'État a été la rupture d'un système de continuation.
En principe, la politique est censée être continue. Le successeur reçoit des choses du prédécesseur, les module et avance avec. Sauf que le schisme qui s'est opéré entre la politique du président Ahidjo et les actions du président Biya, qui a voulu se détacher du président Ahidjo, est à l'origine directe du coup d'État. Cause immédiate. Une cause immédiate. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le président Paul Biya, dans ses actions, veut se détacher de la succession. C'est pourquoi je dis, il est très possible que ses successeurs, qu'ils soient politiques ou de divers ordres, ne soient pas en même d'aller vers cela sous un angle parce qu'ils ne sentent pas que le maître à jouer se détache d'eux. Ils ont plutôt l'impression qu'ils les laissent faire, ils les laissent se gaver, s'empiffrer. Donc moi je pense que c'est ça qui peut justifier le fait qu'il n'y ait pas toujours une même consécutivité. Mais d'autre part, je pense que le ressentiment populaire peut faire en sorte que la transition soit problématique, en ceci que certains ont souvent coutume de le dire, que Cameroun, après le président Biya, si jamais il y a un trouble, l'armée prendra le pouvoir. Sauf que moi j'ai souvent dit que le pouvoir est jouissif. Donc si un général prend le pouvoir au Cameroun, il peut se complaire parce que le pouvoir est jouissif, il peut aimer le pouvoir et dire que la fête c'est sucré. Et lui aussi décide de rester là. Donc moi je ne vois pas forcément un coup d'État dans cet ordre de choses, c'est-à-dire à savoir qu'il y ait un problème de succession. Plutôt du point de vue populaire. Mais ce que je veux dire de façon réelle, c'est que dans un pays comme le Cameroun, vu le repli identitaire qui se manifeste, vu le contrôle des choses par les communautés précises, on peut arriver à une implosion à un moment donné. Et c'est cela qu'on peut craindre. Et le coup d'État de 84, parfait ici, il n'a pas été manqué. Le seul élément qui a manqué, c'est la prise de pouvoir par les mutants. Mais sur le plan réel... Voilà pourquoi nous disons non qu'elle était manquée. Non, sur le plan réel, en termes de nombre de morts, en termes de violence, en termes de personnes impliquées, en termes d'extension du réseau, en termes de tout ce qui rappelle le coup d'État au sens politique du terme, je pense qu'on a été presque au bout. Je vais ajouter des choses. Allez-y. À M. Basson, il n'était pas là. Et il a raison. Toutes les institutions de l'État avaient été mises entre parenthèses. Ouais, la Constitution, l'Assemblée nationale, les forces armées, tout. Donc c'était un coup d'État. Oui. Tous les centres névralgiques de l'État avaient été pris paralysés à Yaoundé par les militaires et tout ça. Ça, c'est le coup d'État. Maintenant, sur le plan politique, Ahidjo était malade. Malade parce que se faisait, si vous relisez Philippe Gaillard, Henri Bandolo et d'autres, se faisaient empoisonner par ses cuisiniers et ses médecins français. Quand Ahidjo se retire du pouvoir, il retrouve que la santé, il s'en va à la Côte d'Azur, il voit qu'il est requinqué, il cesse de tousser tout le temps, il cesse d'être hanté par des insomnies. Ahidjo avait cru avoir prêté le pouvoir à Paul Biya pour aller être embusqué par derrière. Ahidjo pensait que le parti politique, l'UNC, allait primer sur l'État. Il y a donc une bataille solide. Il ne pensait pas, les textes le prévoyaient. Les textes le prévoyaient. Vous avez donc les patrons du secrétariat politique de l'UNC de l'époque. Senghakou, François, et puis le ministre d'État Charles Doumbia qui était à côté, qui avait pensé dire à Biya, vous êtes président, avec tout ce que cela implique, prenez le pouvoir. Parce que c'est l'avion présidentiel de Paul Biya qui accompagne Ahidjo d'abord à Garoua, et puis Ahidjo décide de prendre son conseiller qui était à la présidence, René Emmanuel Sadi, pour partir avec lui en France aux frais du cabinet civil de la présidence de la République. Ahidjo exige... Mais est-ce qu'il faut aussi dire que le président Ahidjo lui-même, il fonctionnait un peu comme si la République n'existait pas? C'est un grand renard politique, c'est lui qui a fabriqué tout le monde. Il prend un monsieur comme ça, il l'amène avec lui aux frais du cabinet civil de la présidence. Oui. C'est ce que nous sommes en train de décrier là depuis un certain temps. Mais c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, j'ai encore croire que le nouveau président voulait réaménager le gouvernement, il fallait que la copie passe par Ahidjo. Quand Ahidjo modifie la copie et que Paul Biya décide de ne pas faire exactement ce que Ahidjo lui avait demandé de faire, en laissant en embuscade le nouveau successeur constitutionnel, Bello Bouba Magari, Premier ministre au cas où Biya n'est pas, la rupture a commencé à se faire. Ahidjo avait cru qu'il prêtait seulement le pouvoir à celui qui il traitait de naïf. Le petit Mboutou. Il avait oublié que le pouvoir ne se partageait pas. Il n'avait pas écouté son épouse Germaine Ahidjo qui lui disait Biya est fourbe et fait semblant de ne pas aimer le pouvoir. Fais très attention, il va te rouler, il est fourbe. En fait, c'est ce qui
nous a conduit là où nous sommes, parce que Ahidjo avait fabriqué tous les grands hommes d'affaires. Mon père Augustin Frédéric Odog me l'a dit. Photo Victor, Théodore Bella, Dongo Isomba dans le cacao, Kaji, Abo, tout ça, c'est Ahidjo qui fabriquait les soins, les hommes d'affaires qui étaient en même temps ces espèces d'entrepôts commerciaux fictifs. Parce qu'ils pouvaient les mobiliser à un moment donné pour telle ou telle autre raison. Donc, si vous voulez dire, contrairement à ce qui se fait grossièrement aujourd'hui, il y avait quand même une coterie qui tenait les affaires. Sauf que la coterie qui tient les affaires aujourd'hui, ce n'est pas pour le bien-être du pays tout entier, c'est pour le bien-être de quelques-uns qui pensent pouvoir se multiplier. Il faut bien cerner le problème. Quand Paul Biya annonce la rigueur et la moralisation, l'un de ses parents politiques, l'ancien président béninois Zinsou, qui venait ici régulièrement, qui a tenté de faire la médiation entre Paul Biya et de lui dit, mon cher ami, tu ne peux faire aucune rigueur, aucune moralisation dans cette affaire, ils vont te tuer. Parce qu'il faut que vous le sachiez, il y avait des grands richissimes, Allah dit, des grands richissimes hommes d'affaires de l'Ouest. Vous avez même des grands de pontes du régime, de l'armée, qui avaient toutes sortes d'avantages. Et ces gens-là ne peuvent pas s'accommoder à la rigueur et à la moralisation. C'est cela, c'est-à-dire que ce système-là, qui voulait se projeter sur le futur, ne pouvait pas accepter une rupture violente. C'est cela qui nous a conduit, de mon humble avis, puisque nous avons analysé suffisamment. On parlait de rupture violente. Est-ce qu'il faut donc justement comprendre que lorsque le président Paul Biya a eu ses conseils, ses grands conseils de ses aînés, vous avez fait allusion à l'ancien président béninois, vous pensez bien que vous ne pouvez rien face à ces dinosaures qui ont déjà pris le goût de l'argent. Vous ne pouvez pas le leur enlever. Est-ce que Biya finalement donc avait pris l'engagement que bon, moi je vous laisse vous enrichir et vous me laissez le pouvoir? Puisque la rigueur et la moralisation, Ahidjo prononce déjà ces mots au congrès de Bafoussam. Ne pensez pas que c'est Paul Biya qui arrive avec ce concept. Oui, Ahidjo avait déjà quelque chose. Deuxième chose, il faut quand même savoir que le putsch, constitué par l'élite militaire du Grand Nord, qui a planifié au profit de... Parce que l'élite militaire était du Grand Nord, et puis tous les soldats de la garde républicaine étaient en majorité de là. Ils avaient mis de côté ceux qui n'étaient pas de là pendant la planification de cette affaire. Eh bien, les frères aussi de Paul Biya lui ont dit, ont ceinturé le président, qui, effrayé par le coup d'État d'avril 84, s'est renfermé entre ses frères. Moi, j'ai grandi en face de la garde républicaine, je vous l'ai dit. L'un de mes parents aînés, le colonel Rimayombu Jésué, est l'un des premiers colonels de la commandante de la nouvelle garde républicaine qu'on appelait la garde présidentielle, très vite mise en minorité par Ebogo Tutus. C'est-à-dire le président aussi semble s'être renfermé autour de quelques affaires. Il faut également rappeler que ce sont des gens comme Ebogo également qui sont venus sauver le président. Mais c'est ce que je dis. Il est venu d'Ebolova parce qu'à l'époque, c'est lui qui commandait du côté d'Ebolova. Mais c'est lui qui libère l'aéroport de Yaoundé. Le renfort d'Ebolova est arrivé. Oui, bien sûr. On a commencé à avoir un peu plus de lumière. Eh bien, ces gens ont ceinturé le président, ont pris le président dans une espèce de cocon. Et c'est depuis ce jour-là que vous voyez qu'il y a un maillage, une dualité entre l'État, entre l'administration publique et l'armée, parce que l'armée est au cœur du dispositif. Et puis ce que Basson disait tout à l'heure, notre maillage militaire et sécuritaire est plus complexe aujourd'hui. Quand vous avez les billes, parce que vous avez le BI Delta, vous avez les billes, et chaque unité de billes obéit à un chef indépendant. Mais le grand chef de tous les billes est celui que vous connaissez. Donc, mobiliser rien que toutes les unités du BI est impossible. Parce que ces gens ne sont pas en harmonie. Mais en dehors de ça, vous avez la GP, vous avez donc un maillage sécuritaire hyper complexifié. La complexification, oui, pour aller vers l'hypothèse, une réplique de ce qui s'était passé, c'est pas possible. C'est pas possible parce que justement, ces corps se neutralisent. Oui. Ces corps armés se neutralisent. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il peut arriver qu'à un moment donné, un corps ait le dessus sur un autre. Pour des raisons qu'on ignore, peut-être parce qu'il est plus puissant financièrement, et parce qu'il est mieux outillé. Ça rendra alors le pays ingouvernable. Justement. Et donc, mon souci est que si le président Biya ne travaille pas assez
pour nous laisser un successeur digne. Il a du pain sur la planche. On va virer vers le chaos. C'est lui seul qui a toutes les manettes en main. Peut le prédire sans forcément être un développeur. Alors, j'ai lu dans quelques messages, hein, et on reviendra pour la suite de l'analyse. Bonjour Perfecto. Voilà le genre de cours d'histoire qu'on aurait voulu qu'on nous raconte au lycée. Mais bon, merci Monsieur Niemek. C'est Edouard Dedans qui envoie le message. Bonjour Espace Miné. Mes respects à tous les panélistes Kiek, Blériot, Parfait, Basson. Le 6 avril, nous étions au quartier Nsam et on entendait des coups de feu. Et papa, mon père, nous disait « Allez vous cacher sous les lits ». Ensuite, un groupe de chars traversa le carrefour Nsam et les populations crièrent « Victoire, victoire ». C'était atypique, tout simplement. Quelle histoire! Merci à Kiek Roger. Le quartier Nsam à Yop, au Bobogo, a été un passage des troupes Courage à Parfait. Et on pense à Henri Bandolo, Thomas Noir, analyste sociopolitique. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, il faut nous renouveler ce genre de thématiques. Ça me fait toujours chaud au cœur quand j'entends l'histoire du Cameroun, qu'on refuse d'enseigner à l'école. Merci, je vais passer une bonne journée. Mon père a été trésorier du maquis de Oumniobé. C'est Rémi Nken qui envoie le message. Parfait, parfait, quelle émission! Ah, Roger Kiek de Kiki est une bibliothèque. Quel cours d'histoire. Roger Kiek de Kiki, j'espère que tu laisseras à la prospérité les mémoires. Georges depuis Soie. On y travaille. D'accord. Ça va se faire. Il est temps que ça se fasse. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Long message, hein? Bonjour à vous sur le plateau. Le coup d'état manqué du 6 avril 84 laissait entrevoir la volonté manifeste d'Ahidjo de reprendre le pouvoir cédé à son successeur constitutionnel, qui selon lui devenait incontrôlable politiquement. En plus, Ahidjo aurait été victime d'un coup d'état médical orchestré par la France. Cette date est dans le panthéon de l'histoire et les conséquences sont encore visibles sur les acteurs encore vivants et sur la sécurité très renforcée du président actuel avec un choix d'hommes dûment opéré. De cet événement advient ou naît un tribalisme d'État qu'on observe aujourd'hui qui porte un sérieux coup à l'émergence du pays. Il est impérieux aujourd'hui d'opérer une sorte d'aggiornamento politique et mental pour tout reconstruire dans ce pays caractérisé par l'ostracisme, le népotisme et autres. Michel Jean Raymond depuis Bamenda. On lit encore peut-être deux dernières. Hein. Très riche panel, nous vous suivons religieusement au souhait de prompt rétablissement de votre énergie électrique. Sandrine Samba. Merci Sandrine. Bonjour Parfait, bonne émission. Je vais m'aligner sur le point de vue de Niemek pour dire que la purge du coup d'État a continué avec l'élimination des Guérandi et de bien d'autres qui représentent un danger. C'est Makolo depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Voilà vraiment la vraie histoire que votre télé nous donne. Or, vous êtes remplis des bibliothèques sur ce plateau. Merci beaucoup de nous édifier chaque matin. Même la manière de transmettre le message c'est du nectar. Merci encore pour tout ce que vous faites. Je vais vous poser une autre préoccupation. Pierre Blériot, j'ai lu un ouvrage. Je l'ai toujours dit, on m'a piqué cet ouvrage. Je ne sais pas comment je peux faire pour retrouver cet ouvrage. La plume? Non. Il était estampillé Les Confessions de Jean Fauchivet. Et c'était estampillé confidentiel. J'ai lu un ouvrage de plus de 400 pages, mais je l'ai lu en 2 jours. Parce que quand vous commencez, vous n'avez plus envie de vous Chaque phrase est une information capitale. Et j'ai compris pourquoi c'était estampillé confidentiel. Oui. Les Confessions de Jean Fauchivet. Dans cet ouvrage, Jean Fauchivet dissertait beaucoup sur le coup d'État de 84. Il dissertait beaucoup sur le coup d'État de 84 et voulait démontrer que c'est Anze Tchungi, les gens comme les Semengue, et j'oublie d'autres noms, qui ont monté le coup d'État de 84 avaient pour mission faire peur au président Paul Biya, faire comprendre à Paul Biya que l'élite du Nord veut le tuer et donc il faut qu'il se protège, qu'il se renferme de ses amis, de ses frères.
Voilà un peu ce que Fauchivé voulait dire concernant le coup d'État de 84. Alors, si Fauchivé est un tout petit peu sur cette ligne, quel est le regard, quel est le commentaire que vous pouvez faire sur ce que Fauchivé voulait finalement dire presque à la fin de ses jours? Bon, j'ai dit quelque chose qui est passé de manière assez furtive. Les gens n'ont pas prêté attention. J'ai dit qu'il y a eu un faux coup d'État en 83. C'est ça. Et que les prétendus commanditaires ont été réhabilités. Et celui qui a éventré le coup d'État a été jeté dans les ténoirs. C'était qui? Non, l'histoire voudrait qu'on ne cite pas certains noms. Parce qu'en fait, André Tchungui, oui, dont vous évoquez le nom, a une place centrale dans l'État du Cameroun. Mais le DGSN de l'époque s'appelle Martin Bargangele. Oui, en 84. Non, en 83, à partir du coup de tête, le délégué général de la Sûreté nationale s'appelle Bargangele. Il a remplacé à ce poste quelqu'un qui avait été délégué venant du Grand Nord. Bregmo, voilà. le commissaire divisionnaire Bregmo. Donc, en fait, le président Paul Biya, au niveau des pôles névralgiques du renseignement, avait commencé à faire des mutations. Il avait commencé, et c'est de bonne guerre. Sauf que ceux qui voulaient empêcher au président Paul Biya, parce que ceux qui ne voulaient pas de Paul Biya comme président étaient davantage ses propres frères. Paul Biya avait montré une certaine rigueur dans sa façon de se comporter avec l'argent, qui énervait ses frères en particulier, qui estimaient que si Paul Biya continuait dans ce sens-là, l'argent n'allait pas couler à flot. Et c'était le cas. Après, le président Amadou Ahidjo a été victime de deux choses. Le président Amadou Ahidjo a ridiculisé le président français Mitterrand, qui était encore avocat à l'époque, à une certaine date, dans les années 70. Le président, l'avocat, il venait pour défendre le leader UP6, Wandji. Il venait défendre Wandji au Cameroun. Il n'a pas été autorisé. Et il n'a pas été autorisé à défendre et on lui a imposé de rentrer en France. Le président Mitterrand devient président en 81 et se souvient du ridicule dont il a été victime. Il orchestre donc, avec les services secrets français, un certain service médical auprès du président Ahidjo. On commence à lui mettre des médicaments qui lui font perdre la mémoire. Il devient donc quelqu'un qui perd la mémoire, ainsi de suite. Et Amadou Ahidjo, qui avait du pouvoir, une idée très élevée, se dit, ce serait ridicule que moi, Ahidjo. Et Ahidjo n'a que 58 ans. En fait, il a 57 ans en 83. Il a 56 ans en 80. En 82, il a 58 ans. Il se dit, ce n'est plus normal. Je vais démissionner. Après les réunions qu'il a tenues, où il a proposé Paul Biya, les gens n'ont pas voulu lui dire clairement que tous ne voulaient pas de Paul Biya. Mais les ministres du Grand Nord, parce qu'il faut dire la vérité, les gens du Nord ont ceci de particulier que quand le chef a décidé, ils obéissent. Ils avaient finalement obéi. C'est donc la grande élite du Sud qui avait craint les réactions de Paul Biya, qui a commencé à pousser à bout certaines personnes du Grand Nord pour qu'on aille vers le coup d'État. Le coup d'État de 84 a été géré de manière très expéditive. Et c'est pour cela que vous verrez que par la suite, le président Paul Biya a libéré toutes les personnes qu'on avait indûment attrapées. Les gens comme Issa Tiroma Bakari ont fait la prison, les gens comme Dakole Daïsala ont fait la prison, ainsi de suite. Les gens comme Marafa, Amidou Yaya. Est-ce que vous voyez les postes qu'ils ont occupés par la suite? C'était une manière de présenter ses excuses à ces gens-là qui avaient été embastillés par une autre idéologie. Donc, le coup d'État de 84, jusqu'à présent, toute la vérité n'est pas dite sur les véritables instigateurs et commanditaires du coup d'État de 84. On a vu les exécutants. On savait que si on agissait de telle ou telle manière, il y aurait une réaction. Mais il y a quelque chose, il y a eu une anguille qui était cachée sous la roche. Aujourd'hui, nous devons en tirer les conséquences. Malheureusement, on ne veut pas que l'histoire réelle sorte. On dit encore aux jeunes Camerounais que c'est Ahidjo qui a organisé le coup d'État de 84. Mais comment comprendre que le fils d'Ahidjo, Bello Bouba, soit ministre à vie au Cameroun, mais que le corps de son père ne revienne pas? Il y a donc un certain nombre d'ambiguïtés que nous pourrons lever le moment venu, peut-être même dans des mémoires. Merci pour cette autre évocation. Oui, Roger, rapidement d'abord, avant de repasser la parole à Bernardo. Il faut quand même préciser que le livre de Fauchivé dont vous faites allusion est sorti après son décès. Je ne peux pas
lui confier fidèlement la paternité de tout ce Oui, qui surtout que ce n'est pas lui-même qui l'écrit. Voilà. Hein. Celui qui écrit, c'est son neveu qui lui posait les questions et c'est lui qui a retranscrit. Fauchivé est l'un des meilleurs agents secrets français au Cameroun. Recruté au berceau et formé à la piscine à Paris par Jacques Faucard. C'est un agent secret formé par la France. Et quand je dis par la France, d'abord au service des intérêts de la France. Il connaissait, il savait beaucoup de choses. Et je ne pense pas, parce que ce qui est dit dans ce livre-là... Vous l'avez lu? J'ai de manière transversale. Et son neveu... Enfin, je veux dire que quand on revoit les conditions du départ sur Terre de Jean Fauchivé... Elles étaient mauvaises. Le parcours qu'il avait, je peux douter. Mais je voudrais rappeler quand même qu'il faut qu'on sache que Paul Biya est quand même le secrétaire général à la présidence et le directeur du cabinet d'Ahidjo. Il a cumulé à un moment donné. Ahidjo Malade pouvait aller s'asseoir à la Côte d'Azur. Tous les grands travaux que vous faites, vous voyez, la prospérité économique, il faut quand même l'attribuer à Paul Biya, qui était la cheville ouvrière d'Ahidjo. Ça, personne ne veut jamais le dire. Depuis 1974... La répression du maquis à l'époque, c'est Ahidjo, c'est Paul Biya. Et Semengue, qui est sorti de Saint-Cyr comme lieutenant français, qui a fait la guerre d'Algérie, avant d'être le premier patron camerounais noir des troupes camerounaises après les Français. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à nuancer dans tout ce que les gens disent. Mais en fait, des gens qui étaient habitués au pouvoir, à une façon de faire, à un certain nombre de privilèges, n'avaient pas accepté que quelqu'un d'autre. Et quand ils parlent du Sud, qui ne voulait pas de Biya, le Sud, ce n'est pas forcément tout le Sud en dehors du Nord, puisque Aïssim Vador, Victor, qui pensait qu'il était mieux placé pour succéder à Biya, n'a jamais été d'accord. Eboa Samuel. Aïssim Vador n'a jamais été son ami. Voilà, Eboa Samuel, à qui Ahidjo faisait le reproche de ne pas trop aimer les Bamileke et ne voulait pas lui laisser le pouvoir parce qu'il allait mener la grande répression dans le Mungo, etc. C'est un mot qui défendait le fait que les Bamileke avaient envahi le Mungo. D'accord. Donc, voulait résoudre le problème. Tout cela, à la réunion du lac dont on vous parle, tout le monde était là-bas. Tout le monde était à la réunion du lac pour qu'Ahidjo ne parte pas, y compris le grand sultan Ibrahim Bombon-Dioya. Non, et l'un de ceux qui était à la réunion un jour, monsieur le ministre, il est vivant. C'est pas un secret d'État, je peux le dire, monsieur le ministre Babali, je vous salue. Il m'avait dit que les gens étaient assis par terre, sur la natte, autour d'Ahidjo, lui il était assis sur la chaise. Il avait dit à Ahidjo, c'est toi qui nous as dit que Biya était le plus intelligent d'entre nous. Je ne peux pas accepter qu'on revienne sur ton choix à la réunion du lac. Par contre, les Bombon Dioya et tous les autres étaient à cette réunion-là. Biya est très contesté par la grande majorité des maillons du système, quand il arrive aux affaires. Biya est un type sur qui personne ne parie un seul sou. Donc en réalité, Biya accède au pouvoir dans des conditions où il n'a aucune chance de réussite. Ça, il faut qu'on le dise aussi. Ça prendrait du temps pour épiloguer là-dessus, mais c'est l'histoire du Cameroun. À un moment donné, il y a des noms qu'on ne peut pas citer, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a des acteurs encore vivants. Même pour notre propre sécurité, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Les mémoires dont vous parlez arriveront à un moment précis, mais c'est la conséquence d'un système qui a duré très longtemps. Parce que Biya n'est que le prolongement d'Ahidjo. Les Amadou Mustafa, les Bello Bouba Maïkari, ils étaient nombreux qui étaient déjà les ministres d'Ahidjo du gouvernement de 1975 qui continueront avec Paul Biya. Les officiers de l'armée, Semengue, Yann Filemon, gouvernement de 1975, les officiers de l'armée, mon père Assoeman, les Semengue et tout ça, ce sont les officiers d'Ahidjo. C'est un système qui s'est perpétué. Il n'y a pas eu de rupture en tant que tel que Paul Biya pensait le faire sur le plan idéologique. C'est pour ça que Basson dit tout à l'heure que le président Paul Biya a toutes les cartes à main
pour nous orienter vers la bonne direction. Il est encore temps de le faire. Bernardo Basson, une autre préoccupation, le président Biya, qui justement, on ne vendait pas cher sa peau lorsqu'il accède à la magistrature suprême. Mais qu'est-ce qui aurait donc expliqué que celui que personne ne voyait, on ne pouvait pas parier pour une certaine longévité au pouvoir, puisse justement coiffer tout le monde au poteau? Deux choses. La première... Quelle aura été la force du président Biya? Non, déjà, la première chose, c'est l'habileté du président Ahidjo. Et la seconde, c'est le coup d'État manqué, entre guillemets, qui a assagi ponctuellement le président Paul Biya. Concernant le premier élément, le président Ahidjo voulait se rassurer de ce que celui à qui il va confier le pouvoir pourrait être piloté. C'est ça le principe. Il savait qu'il met quelqu'un qui est censé être moins énergique. Biya était le moins dangereux. Justement, c'est-à-dire le plus intelligent en termes de capacité à retranscrire ce qui est donné comme ordre et le moins énergique quant à la capacité qu'on pourrait avoir à le manipuler. C'était ça l'idée du président Ahidjo. Sauf que le coup d'État manqué a mis une rupture. C'est justement une des séquelles. C'est que le président Paul Biya est devenu sage. Il s'est entouré de personnes beaucoup plus sages et donc a commencé à comprendre qu'il fallait opérer une rupture progressive. Déjà renforcer son pouvoir, c'est-à-dire multiplier les forces de défense, les forces de sécurité, étendre son réseau, rappeler certaines frais qu'il pouvait contrôler. Et maintenant, certains proches à lui, je préfère le dire ainsi, ont installé un système de compromission très poussé, à partir duquel on pourrait avoir le contrôle sur certains. Parce que si tu as dans ton sérail des personnes qui peuvent te tutoyer, tu es en danger. Donc il faut des éléments de soumission et d'affaissement. Et donc beaucoup de pratiques, entre guillemets, ont vu le jour ou alors ont davantage émergé pour pouvoir maintenir davantage son pouvoir. Donc je pense qu'il y a eu un assagissement progressif du chef de l'État. Il y a eu un système mis en place, peut-être pas toujours reluisant, qui a permis à ce qu'il puisse mettre autant de temps au pouvoir. Donc, une fois que je l'ai dit, je pense qu'il a su bien faire les choses dans le sens de ses intérêts à lui. Maintenant, pour les Camerounais, vous vous doutez bien que la principale conséquence, c'est son détachement vis-à-vis du peuple pour la sécurisation de son pouvoir. Voilà la principale séquelle. Maintenant, autre séquelle, c'est bien sûr la montée des différents corps armés pour se protéger et aussi le repli identitaire manifesté. Bonjour aux hommes lors des modérateurs. Parfait, ici tu es un modérateur. Alors, on lit rapidement encore cet autre message. Bonjour, parfait. Biya était la cheville ouvrière du système Ahidjo. Mais quand lui devient président, pourquoi on assiste à la déliquescence du pays? C'est signé Zigli. Pierre Blériot-Niamek, on parle donc des séquelles. C'est vrai que Peter a commencé déjà à les évoquer. Basson vient d'en donner là tout à l'heure. L'émission tire à sa fin. À votre niveau, y a-t-il encore les séquelles du putsch manqué de 84? Mais nous allons traîner ces séquelles pendant très longtemps. L'enfermement sur lui-même de Paul Biya, parce que quelqu'un vient de dire ici Biya est ceci, pourquoi? Non, Biya a découvert, et ça il faut le dire, que les autres aimaient l'argent, ils étaient cupides. Et il leur a donné l'argent. Il leur a dit prenez l'argent, j'ai le pouvoir. Donc c'était un deal. Non, c'est ce qui se passe. Il a donné de l'argent, il a laissé les gens manipuler l'argent, parce que Biya, lui, il a un grand détachement vis-à-vis de l'argent. Ça, il faut que les Camerounais le sachent. Biya a un grand détachement vis-à-vis de l'argent. Mais il a observé, d'ailleurs, quand on lui parle même des montants d'argent que ses collaborateurs ont, il est malade. Il a froid au dos. Ne voyez pas le train de vie du chef de l'État. Quelquefois, ils veulent faire des choses pour surfacturer d'autres. Biya ne s'intéresse. Biya n'a construit qu'une seule maison dans sa vie. Vous savez, c'est la maison... Anguissa. Anguissa. Une vieille maison. Et la maison d'Anguissa, j'aime vous dire que c'est le... Son épouse, d'ailleurs. Non, celui qui vient de mourir, le président du groupe parlementaire, Ndongé Somba, qui lui donne un soutien financier pour faire ce genre de choses. Et Biya va pour s'endetter à la banque. Quand il est Premier ministre, il va s'endetter pour construire sa maison. La maison qui existe au village, c'est son épouse qui l'a construite. Non, Biya n'a pas de biens. Il ne les a pas. Et à Anguissa, c'est Bikele nomme lui, délégué du gouvernement adjoint, dont l'épouse travaille à l'hôpital central avec Jean-Irène Biya, qui fait un lotissement à Paul Biya, à côté de Tonien Borg Félix. Voilà l'homme. Acheter du terrain. Avec tout le pouvoir qu'il a et qu'il en a. Non, voilà l'homme. Sauf que
le pouvoir, il adore. C'est un bon boulot. Pas simplement. Non, ne blaguez pas avec son pouvoir. Non, pour le pouvoir jusqu'à la mort. Non, vous pouvez prendre l'argent. Vous aurez l'argent. Mais vous laissez son pouvoir. Le pouvoir, il aura jusqu'à la mort. Roger Kiek, drôle de deal, hein? Merci d'avoir été là ce matin, Roger. Merci. Beaucoup de séquelles. Parce que ce pays a besoin de réconciliation. Mes frères du Grand Nord, moi je suis là, frère, je suis souvent avec eux, ont besoin qu'on leur enlève l'étiquette qui leur avait été collée. Et qu'on les prenne avec nous pour la grande construction nationale. Mes frères du pays, Bassa... Est-ce qu'on doit craindre une certaine revanche? Non, je veux dire, si jamais, on a besoin de si jamais le réconciliation. pouvoir, entre guillemets, regardez, vous avez laissé... Oui. Suivez ma question. Est-ce qu'on doit craindre une certaine revanche? Parce que quelqu'un m'aurait dit que le jour où le Grand Nord reprendra le pouvoir, ils vont d'abord se venger. Ou alors, il faut qu'on tourne définitivement la page. Si quelqu'un ne connaît pas bien le Grand Nord, c'est quand même le Grand Nord qui a redistribué et partagé à tout le monde. Je veux dire qu'on a le problème Bassa dû au maquis, on a le problème Bamileke dû au maquis, on a le problème nordiste dû au coup d'État, on a les événements des années 90. Ce pays a besoin d'un... Nous avons maintenant le Nozo. Le Nozo, le problème anglophone, d'ailleurs qui date de 59, 60, 61. Ce pays a besoin d'une grande réconciliation avec un grand réconciliateur. Sinon, on aura des fractionnements, des fragments de mécontentement qui risquent de nous plonger dans l'abîme. C'est ce que je retiens à la fin de ce programme, hein, Roger. Ce pays a besoin d'une grande réconciliation avec un grand réconciliateur. C'est cela. Merci à Roger qui est toute une vie dans la com et surtout dans le journalisme politique et qui est venu encore nous rendre visite ce matin. Infiniment merci à mon consultant de tout temps et de tous les temps et qui est resté égal à lui-même, Bernardo Basson, et qui n'était pas là en 84, mais qui nous a quand même aidé ce matin par ses analyses, mais qui aura aussi certainement beaucoup appris de certains de ses aînés. Ne ratez pas le journal de 12 h tout à l'heure, dans quelques minutes, en direct sur Info TV. Ce soir, à partir de 19 h, journal en anglais. N'oubliez pas, 20 h, journal en français. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22 h et 30 minutes en ce qui me concerne. Je dis encore à Enéo ce matin, la main sur le cœur, que j'ai besoin qu'on rétablisse l'électricité dans ma maison. Je n'ai pas besoin vraiment de provocation. Restez sur Info TV.